Bienvenue au podcast Le Sac du Car. Mon nom est Didier Orméjus. Comme à l'habitude, je vais être accompagné par Marc-André Chaloux. Et on s'accompagne, on va mettre la table pour la 16e semaine d'activité du côté de la NFL. Il ne reste plus que 3 semaines à la saison régulière. Le portrait des éliminatoires là, commence à devenir un peu plus évident. Bref, on va y aller de nos analyses et nos prédictions pour toutes les rencontres qui seront présentées à travers la NFL. Et Marc-André va bien sûr partager ses conseils fantasy football, étant donné que c'est la saison des éliminatoires au fantasy football. Alors, il va faire son possible afin de vous donner un coup de pouce pour gagner votre ligue de fantasy football. Alors, Guillaume, par la musique. Ah, Marc-André, on va commencer avec nos réactions excessives comme on le fait à toutes les semaines. La mienne, elle concerne la carrière des Bills de Buffalo, Josh Allen. Pour moi, là, Josh Allen, c'est le joueur par excellence de la saison, OK? Parce que depuis le début de la saison, on se pose la question, ça a commencé avec Daniel Jones, après ça, Jonathan Taylor, Matthew Stafford. Mais c'est Josh Allen, le joueur par excellence de la Ligue. Après sa performance contre les Patriots de Nouvelle-Angleterre, je sais que c'est pas une réaction qui est extrêmement excessive, étant donné qu'Allen a remporté le titre de joueur par excellence la saison dernière. Mais là, encore une fois, là, en deuxième demi, à Foxborough, il est en mesure de transporter les Bills avec un beau coup de pouce, je sais, de James Cook, mais tout de même, Josh Allen ne cesse de m'impressionner. Puis là, la porte est ouverte. Sans des Chiefs, sans des éliminatoires, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais c'est ma réaction excessive la semaine. J'en ai déjà fait des plus excessives, mais pour moi, Josh Allen, c'est le joueur par excellence. Joueur par excellence et futur papa. On a appris ça également cette semaine. Il est Oui, papa. Exactement. oui, Ouais. oui, Ellis J'avais dit il y a une couple Stanfield qui est enceinte. Exactement. Hawk Girl, si je me souviens bien, dans l'univers Marvel. Ah, non, t'es dans quel film? J'ai pas vu. Dans la Ah oui, série oui, télé. oui, c'est dans... Oui, dans la série, oui, ben oui, c'est vrai, avec... voyons. Avec Avec Jeremy Renner. Renner. Ouais, c'est quoi le nom Exact. Ouais, mais c'est quoi le nom du personnage? Hawkeye, ouais, ouais. Hawkeye. Ben oui, c'est vrai. Ouais, ben ça fait déjà quelques années de cette série-là. Mais oui, effectivement, ben oui, Hawk Girl. Tout ça pour dire que ça fait une couple de semaines que je dis les Bills, la porte s'ouvre comme tu l'as dit. Il n'y aura pas les Chiefs, il n'y aura pas les Ravens. J'ai encore des doutes sur les Pats. Les Broncos. Ah, t'as déjà éliminé les Ravens, Ok. toi? T'as déjà éliminé les Ravens, ils participeront pas aux éliminatoires? J'ai dit peut-être. Mais écoute, je sais Ah, pas, ok, ça va être peut-être, difficile. ok. Peut-être, mais écoute, c'est l'année des Bills. Là. Les Bills, là, c'est le temps, c'est là, là. On n'aura pas les Bengals également qui peuvent venir jouer les troubles fêtes en éliminatoire. Attends, Pas Joe donc c'est ta Burrow. réaction excessive? C'est l'année des Non, Bills? non, non, T'envoies non, les non, Bills non, au Super Bowl? non, non, Ah, non, ok, non, non, ok, non, ok. non, 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 non. Mais ça serait plausible, ça serait plausible. J'ai peur de la défense, par exemple, mais écoute, Ouais. la porte est ouverte, comme tu le dis. Ouais, définitivement. Mais les 246 verges au sol, encore une fois, ça c'est effrayant. Là. Je me souviens pas d'une défense aussi mauvaise contre la course qui a été en mesure de remporter un Super Bowl. Bref, c'est quoi toi ta réaction excessive à la suite des matchs de la semaine 15? Les Seahawks de Seattle, bien qu'ils ont une fiche de quoi en ce moment 11-3, ne remporteront aucun match éliminatoire. Puis je le sais que sur la route, les Seahawks sont excellents, mais ils ne gagneront pas de match. En fait, l'attaque se cherche. On a failli être le dindon de la farce à domicile contre un corps qui n'avait pas joué au football en 1800 jours la semaine dernière, Didier. Ça n'a pas de bon sens. On perdait par 7 à la mi-temps contre Philip Rivers. Je sais, ça passait proche. Darnold, comme à chaque saison, il régresse en fin de saison. La semaine dernière, Seattle, 0-2 dans la zone payante, mais surtout 2-13 en troisième essai. Et depuis 3 semaines, Didier, l'attaque se cherche, Sam Darnold se cherche. Lors de la semaine numéro 13, on a seulement obtenu 214 verges d'attaque dans une victoire contre les Vikings. La semaine suivante, c'était 6-6 contre les Falcons à la mi-temps. Et la semaine dernière, ça a tout pris. Ça a pris la jambe de Myers pour battre les Colts. Ça a tout pris pour battre les Colts. Je pense que les Seahawks de Seattle, ils ont une belle fiche, mais c'est un feu de paille. Je veux dire de quoi cette victoire-là m'a également laissé sur mon appétit, hein? Parce que je me disais, comment est-ce possible? On était rendu au 4e quart, le match était toujours serré. Donc, c'est une bonne réaction excessive, celle-là, parce que Sam Darnold,
C'est ça commence à ressembler à sa fin de saison 2024 avec les Vikings. Bref, on va avoir la chance d'en parler un peu plus tard, parce que là, il y a un gros match justement qui s'en vient pour Sam Darnold et les Seahawks. On n'aura pas à attendre longtemps, puisqu'ils vont jouer jeudi soir contre les Rams. On va vraiment voir qu'est-ce qu'il a dans le ventre et qu'est-ce que les Seahawks ont également dans le ventre lors de cette rencontre. En fait, on va en parler très bientôt. C'est notre premier duel qu'on va analyser dans quelques instants. Mais juste avant, Didier, on aimerait rappeler aux gens de s'abonner sur nos différentes plateformes, les réseaux sociaux. On est sur Facebook, le Sac du Corps, Instagram, le Sac du Corps, sur YouTube également. Didier Ormijus via le Sac du Corps, ça fonctionne aussi. On est sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcasts et partout où vous trouvez vos podcasts favoris. Laissez-nous des commentaires, des étoiles, 5 étoiles, c'est toujours apprécié. Ça aide à faire grandir notre projet, notre podcast. Puis partagez la bonne nouvelle avec vos amis. Vous êtes de plus en plus à nous écrire à quel point vous appréciez le podcast. Puis ça, écoute, c'est le plus beau cadeau que je trouve qu'on peut recevoir à l'approche des fêtes. Écoute, n'hésitez pas, abonnez-vous, parlez-en à vos amis. Puis c'est ça, ça nous ferait grandement plaisir. Puis c'est ça, ça aide justement à faire grandir encore plus le podcast. Oui, absolument. Alors, répandez la bonne nouvelle avec vos amis qui sont également des mordus de football. Ben écoute, Marc-André, on va mettre la table là, pour la 16e semaine d'activité, comme tu viens de le dire. Rams contre Seahawks. On n'a pas à attendre longtemps, là. Demain soir, on enregistre le podcast tôt, mercredi matin. Alors, la rencontre va avoir lieu jeudi soir. Mais avant, oui, c'est vrai, on va jeter un coup d'œil au classement de la course aux éliminatoires du côté des deux associations. Alors, si vous nous regardez via notre chaîne YouTube, ben vous voyez, les Broncos de Denver sont maintenant la première tête de série. Du côté de l'américaine, Marc-André, à la suite de la défaite des Patriots et de la victoire des Broncos contre les Packers. On va en reparler plus tard, mais j'ai trouvé que c'est une victoire signature de Bo Nix. J'ai trouvé, pour la première fois de la saison, je l'ai trouvé décisif, je l'ai trouvé excellent, Bo Nix. J'étais de ceux qui sont sceptiques à l'égard des Broncos et surtout de l'attaque, mais franchement, là, Bo Nix s'est présenté. Il a toujours été un gars clutch, toujours été un gars qui se lève dans les grands moments. On le sait, il y a des remontées au quatrième quart depuis le début de sa carrière, voire c'est encore plus flagrant cette année. Mais j'ai trouvé que Bo Nix, là, vraiment s'est présenté puis a offert toute une performance la semaine dernière contre les Packers. Ouais, définitivement, moi, ma question est de savoir, est-ce qu'il peut répéter ce genre de performance, qu'il peut jouer de cette façon-là avec conscience? C'est une chose de le faire comme il l'a fait contre les Packers, parce que si Bo Nix peut jouer de cette façon-là avec conscience, écoute, les Broncos peuvent gagner le Super Bowl. On le sait, leur unité défensive est très bonne, mais si leur attaque peut être explosive, puis si J.K. Dobbins peut revenir au jeu aussi, je pense qu'on en a vraiment besoin. Du côté de l'attaque, il manque un élément de robustesse là, avec le jeu au sol. RJ fait qu'est-ce qu'il peut, mais c'est pas un porteur de ballon costaud. Alors si Dobbins peut revenir au jeu, je pense que ça leur donnerait un bon coup de pouce. Puis on voit, bon, toujours dans la course, les Colts pour qui, ben, moi personnellement, je pense que c'est terminé. Je crois pas que les Colts vont gagner un autre match d'ici la fin de la saison régulière. Et les Ravens à 7-7 qui tentent de rejoindre les Steelers en tête de la division Nord. Parce que c'est la seule façon que les Ravens peuvent accéder aux éliminatoires. Mettons, on va regarder du côté de l'association nationale. J'en viens toujours pas. Je sais que je le dis à toutes les semaines, Marc-André, mais de voir les Lions qui sont là avec une fiche de 8-6 exclus des éliminatoires, si les éliminatoires, bien sûr, commencent aujourd'hui. Imagine-toi, les Lions pourraient terminer avec 11 victoires et ne pas participer aux éliminatoires. C'est assez fou. Le match cette semaine contre les Steelers est une importance capitale pour les deux équipes, mais spécialement pour les Lions à domicile. Il va falloir qu'on sorte fort là, du côté des Lions. Puis écoute, je regarde également dans le sud de la nationale, Tampa Bay, la Caroline. Même mathématiquement, les Falcons, c'est peut-être un peu tard, là. Les Falcons ne sont toujours pas éliminés non plus, mais je trouve que ça va être une belle bataille là, entre Tampa Bay et les Panthers. Ils sont éliminés pour nous. Tu vois, on les a même pas mis dans la course. on se comptera pas d'histoire. Là. Quand t'es rendu à 1% de chance, là, non, t'es plus là pour nous. Les Bucks et les Panthers s'affrontent 2 fois dans les 3 dernières semaines. Tout va se jouer là. Ouais. J'ai bien hâte de voir comment que ça va, le dénouement de cette division-là aussi. Là. Ouais, les Bucks, on va pouvoir en parler tout à l'heure, mais semblent être en perte de vitesse, les Buccaneers. En tout cas, on va voir, ils affrontent les Panthers justement cette semaine. Passons maintenant aux affrontements de la semaine numéro 16. Déjà, Didier, les Rams à 11-3 vont affronter les Seahawks 11-3 également. C'est le match du jeudi soir. Les Rams sont favoris par 1,5 au preneur au livre à l'étranger. Et le gagnant de ce match va s'emparer du premier rang dans l'ouest de la nationale. La question que je veux te poser, Didier,
est-ce que Sam Darnold va enfin chasser ses démons là, Mm. contre les Rams? Il a lancé 4 interceptions contre les Rams lors de la semaine numéro 11. Il y a une fiche de 0-3 lors des 14 derniers mois contre les Rams. 5 interceptions, mais surtout 12 sacs du corps, vraiment. Mm. On dirait que Sam Darnold, là, sa bête noire, c'est les Rams. Puis est-ce que tu penses que les Seahawks sont ce qu'il faut pour, à la maison, pour dire que ces 3 défaites-là, c'était à l'étranger, c'était sur la route. Mais est-ce qu'à la maison, il peut redresser la barque là, face aux Rams, Sam Darnold? Hey, je crois que c'est la chose que tout le monde va observer, hein? La performance de Sam Darnold lors de cette rencontre. Surtout que la semaine dernière, ça peut être un grand match de sa part contre les Colts. On va donner crédit à l'unité défensive d'Indianapolis qui a vraiment bien joué. Mais comme tu l'as dit, il a connu son pire match de la saison lorsqu'on a joué contre les Rams plus tôt au cours de la saison régulière. Faut le protéger. Est-ce que la ligne à attaque des Seahawks de Seattle sera en mesure de protéger? Parce qu'on sait, Darnold, lorsqu'il se fait frapper, ben c'est là généralement que les revirements arrivent, le manque de précision de sa passe. Donc, il n'y a aucun doute là, que tous les yeux vont être rivés sur le carrière des Seahawks de Seattle. Parce que, comme tu l'as dit, il commence à avoir des signes qui nous font penser à sa fin de saison avec les Vikings l'année dernière. J'espère que ça ne sera pas le cas, parce qu'il a vraiment connu une bonne saison. Là, du côté des Seahawks, on a parié lorsqu'on s'est débarrassé de Geno Smith pour amener Sam Darnold. Souviens-toi, là, on se disait, hey, qu'est-ce qu'ils font Seattle? Clairement, ils savaient qu'est-ce qu'ils faisaient. Ça a été la bonne décision. Maintenant, est-ce que Darnold peut éviter les revirements? Parce que du côté de l'attaque des Seahawks, le jeu au sol, Zach Charbonnet, c'est bien beau, mais le gars qui me déçoit cette année, c'est Kenneth Walker. Walker, je le trouvais explosif par le passé et tout. Là, on partage pratiquement le champ arrière 50-50 entre lui et Charbonnet, mais ça, c'est un match, j'ai l'impression, où on va avoir besoin justement du jeu au sol afin d'épauler Sam Darnold. C'est drôle parce qu'on a congédié Ryan Grubb en disant que justement, on n'avait pas un bon équilibre l'année dernière. On passait à outrance avec Geno Smith. Je pense que Geno Smith avait terminé dans les sommets là, pour les passes tentées la saison dernière. Mm-hmm. Puis on se disait qu'avec le nouveau coordinateur offensif, c'était Kubiak, on allait avoir un jeu au sol, un meilleur jeu au sol, un jeu au sol plus équilibré. Puis c'est pas ça qu'on voit en ce moment. Moi aussi, je trouve que le jeu au sol fait pitié du côté des Seahawks. Puis j'ai hâte de voir moi aussi parce que là, au bal, comme on dit, au bal de Cendrillon, où Sam Darnold est en ce moment, il est 23h35. Là. On approche minuit. J'ai hâte de voir si à minuit, le carrosse va se changer en citrouille. Et du côté des Rams, j'aimerais t'amener du côté de Davante Adams qui va rater le match, qui va, selon moi, rater le reste de la saison régulière, va être de retour pour les éliminatoires. C'est une lourde perte là, pour les Rams jeudi soir. Ouais, Adams qui a subi une blessure aux ischio-jambiers dimanche dernier. Bon, naturellement, Sean McVay dit ben peut-être qu'il sera en mesure de jouer jeudi, mais j'en doute là. Écoute, une courte semaine avec seulement 5 jours de repos. Ben ouais, c'est ça, exactement. Ça, c'est comme ça. Sean McVay était à l'école de Carl Shanahan, là. Ouais, à l'école de Jason Maas aussi, là, qui nous fait, qui nous dit ça tout le temps. Ah, non, il pourrait peut-être jouer. Ben, voyons donc, là, le joueur est là, on vient de le voir en train de boiter sur le terrain, tu sais. Mais, non, mais, tout ça pour dire que, oui, c'est sûr, c'est une lourde perte, hein, devant Adams, surtout près de la zone début. La majorité de ses touchés, là, sont marqués, ben oui, c'est ça, dans la zone critique. Alors, parce que, du côté des Rams, Davante Adams est pas une menace verticale. On s'entend là-dessus, surtout à ce stade-ci de sa carrière. Mais c'est un élément qui manque, je crois, à l'attaque des Rams, c'est ça, c'est une menace verticale. On utilise souvent 3 ailiers rapprochés. Il y a Parkinson qui mesure 6 pieds 7 pouces, lui aussi, là, c'est une cible de choix près de la zone début. Mais on n'a pas de joueur pour étirer les défenses. Il y a Tutu Atwell, on va voir s'il sera en mesure de jouer, s'il va effectuer un retour au jeu, mais Tutu Atwell, il est petit, là, tu sais, il va pas réussir à les attraper, contester, parce que l'année dernière, tu sais, on misait sur DeMarcus Robinson, qui porte maintenant les couleurs des 49ers de San Francisco. Et Robinson, l'année dernière, tu sais, Marc-André, il a maintenu une moyenne de 16,3 verges par course. Il a marqué 7 touchés. Puis je trouve que c'est un élément qu'on n'a pas remplacé au sein de l'attaque des Rams de Los Angeles. Donc, les Seahawks ont une des meilleures défenses de la NFL. Ils connaissent très bien l'attaque des Rams. Et souviens-toi, là, oui, on parle beaucoup des 4 revirements dont avait été victime Sam Darnold la première fois que les deux équipes s'étaient affrontées. Mais Matthew Stafford, statistiquement, il n'avait pas connu un grand match non plus contre la défense des Seahawks de Seattle. Alors, j'en reviens encore au jeu au sol. Comme j'en ai parlé pour l'attaque des Seahawks,
du côté de l'attaque des Rams. Ça fait quelques semaines là, que je t'en parle de ce duo de porteurs de ballon. Oui, ça marche. Entre Karen Williams et Blake Corum, les deux frères jumeaux, ils se ressemblent tellement. Et puis Karen Williams, je pense que c'est le porteur de ballon le plus qui passe sous le radar du côté de la NFL, parce que Marc-André, lors des 3 dernières saisons, il y a seulement 2 porteurs de ballon qui ont amassé 1000 verges au sol et qui ont marqué au moins 10 touchés. Derrick Henry et Karen Williams sont les seuls deux, là. Alors ça, c'est pas peu dire en compagnie pour Karen Williams. Jumelé à Blake Corum maintenant. J'y vais avec les Rams, Marc-André, parce que je sais pas qu'est-ce que la genre de performance que Sam Darnold va nous donner. La rencontre est présentée aux heures de grande écoute. Je peux pas lui donner le bénéfice du doute dans un match si important, alors qu'on l'a vu lors des 2 dernières saisons, tout simplement s'écrouler lors de ce genre de rencontre-là. Alors, c'est à lui à nous prouver peut jouer son meilleur football lors des matchs importants, quand son équipe en a le plus besoin. Il l'a fait par moments cette année, mais j'ai besoin de le voir. Alors, j'y vais avec Matthew Stafford et les Rams. C'est fou, Blake Corum. Ça a été une machine à toucher dans les rangs universitaires avec Michigan. Ensuite, la saison dernière, ça a vraiment été difficile, même que les Rams, on a ajouté un porteur de ballon via le repêchage. Jacquez Hunter, je ne sais pas si tu te souviens qu'on disait beaucoup de bien sur le gars, mais finalement, c'est la grande éclosion pour Blake Corum. Je le trouve vraiment il est en santé là, cette année. Exact. L'année passée, il avait commencé la saison blessée des suites de sa saison universitaire. Écoute, parfois, je le trouve même plus explosif que Karen Williams, c'est mon avis. Là. À long terme, je pense qu'on va peut-être s'en aller dans cette direction-là quand on va avoir des choix à faire sur des Rams. Mais ça, c'est un autre débat. Écoute, Didier, moi aussi, je prends les Rams. On vient de donner une prolongation de contrat à Karen Williams durant la saison morte. Souviens-toi, on lui a donné une prolongation de contrat. Oui, je pense qu'on a besoin des deux. C'est ça, on a besoin des deux. Les deux se complètent tellement bien. Alors, tu sais, t'as besoin de 2 porteurs de ballon. Là. Des Derrick Henry, tu sais, qui peuvent courir 25 fois avec le ballon toutes les semaines. C'est des denrées rares, là, maintenant, du côté de la NFL. Ou des Christian McCaffrey, ou, tu sais, des Jonathan Taylor. Il y en a pas beaucoup, là. Moi, je prends les Rams aussi. Pourquoi? Parce que les Seahawks, Didier, on a 3 défaites. Regarde bien ça, on a 3 défaites cette saison. Et on a affronté seulement 3 équipes avec des fiches de 500 ou plus. Ça a été nos 3 défaites. Tampa Bay, San Francisco, les Rams. Donc, toutes nos victoires ont été acquises contre des équipes qui ont une fiche inférieure à 500 en ce moment. Je pense qu'on a un masque là pour des Seahawks qui va... On va devoir bientôt lever le voile là, sur la véritable identité des Seahawks. On est rendu à la fin de l'épisode de Scooby-Doo, Didier. On va enlever le masque, là, qu'on va être ligoté. Je prends les Rams pour l'emporter. Ouais, mais tu sais quoi? Tu sais, je regardais ça. C'est qu'on dit ça de plusieurs équipes. Ah, ben, tu sais, ils ont juste battu tant d'équipes avec des fiches gagnantes. Il y a tellement d'équipes qui sont très mauvaises cette année. Autant qu'il y a de la parité, mais il y a des équipes qui en arrachent vraiment cette année. Donc, il y a plusieurs équipes qui se retrouvent dans cette situation-là. Tu regardes leur calendrier, tu te dis, ah, mais tu sais, ils ont seulement vaincu 2 équipes avec des fiches gagnantes. On disait la même chose des Patriots aussi. Mais à un moment donné, qu'est-ce que tu veux que ces équipes-là fassent? Quand tu as des équipes comme les Cardinals, les Raiders, j'ai aucune idée où ils s'en vont. Il y en a beaucoup, là, les Browns, naturellement, bon, les Bengals. Il y en a beaucoup. Donc c'est ça. Mais en tout cas, on va voir si effectivement, est-ce qu'il porte un masque comme à la Scooby-Doo. Ben, on va voir ça jeudi soir. Les Packers à 9-4-1 vont affronter les Bears qui sont 10-4. Ce sera un match le samedi soir. Il y a 2 matchs le samedi. Les Eagles à 17h. Mm-hmm. Et ce match-là en soirée samedi. Green Bay favori par 1,5 au preneur au livre. Je ne sais pas si ça va changer avec la semaine. Et évidemment, on a une question sur Micah Parsons. Ça va de soi. Mitch62 via Instagram qui demande est-ce que vous pensez que la perte de Micah Parsons pourrait vraiment nuire au succès de l'équipe et ruiner le reste de la saison des Packers? Ouais, ben moi j'en ai parlé dimanche soir en compagnie de Renaud, puis pour moi, oui. Parce que une des raisons pour laquelle je croyais que les Packers étaient des aspirants au Super Bowl, ben ça avait été à la suite de la transaction qui a amené Micah Parsons à Green Bay. Puis là, maintenant qu'il n'est plus là, premièrement, au 4e quart, depuis le début de la saison, lors du 4e quart, c'est lui qui menait la NFL au chapitre des sacs du quart et des pressions. Donc, il était à son mieux quand les Packers avaient vraiment besoin de lui pour fermer la porte quand on a l'avance. Là, cet élément-là disparaît. Mais en plus de ça, tu l'as vu, il y a des matchs où on utilisait 2-3 joueurs pour le bloquer. Ça donnait des 1 contre 1 à Rashawn Gary notamment. Là, c'est terminé. Là.
Là, Joshua Gary va se faire doubler. On a perdu également un autre élément au niveau de la ligne défensive il y a quelques semaines. Là. Wyatt, le gros plaqueur qui fait du bon boulot contre le jeu au sol. Donc, il commence à avoir trop de blessés, je crois, du côté des Packers de Green Bay. Evan Williams, un maraudeur, s'est blessé la semaine dernière. Christian Watson aussi, m'ont dit qu'il a évité le pire avec sa blessure à une épaule. On a perdu notre bloqueur à droite aussi, Marc-André, lors du match de la semaine dernière. Donc, ça a vraiment été une défaite coûteuse pour les Packers contre les Broncos de Denver. Puis, les Bears sont plus en santé présentement. Le match va avoir lieu à Chicago. On s'était affronté il y a juste 2 semaines de ça au Lambeau Field. Mais là, le visage des Packers a vraiment changé en raison des blessures. Je pense que l'absence de Micah Parsons, ça va exposer la tertiaire des Packers, qui est vraiment pas leur force, qui est quand même vulnérable. On l'a vu la semaine dernière contre les Broncos, lorsque Micah Parsons a quitté la rencontre. Bo Nix a quand même lancé 2 passes de toucher après que Micah Parsons a quitté le match. Donc, j'ai bien hâte de voir justement si on va trouver. On a des trous dans la tertiaire du côté des Packers. Je pense que justement, ça pourrait être un enjeu dans ce match-là. Tu parlais du garde à droite, tu parlais de Zach Tom. Je pense je sais que c'est Micah Parsons qui défrait la manchette, mais Zach Tom, c'est une perte importante en attaque également pour Jordan Love, pour la ligne à l'attaque, pour l'attaque en général. Christian Watson, son corps, on dirait, refuse de jouer au football. Il est blessé. On dit que c'est pas grave, mais je serais surpris de le voir en uniforme cette semaine. Moi aussi, je trouve que les blessures s'accumulent. Mais j'ai quand même un feeling que les Packers vont se présenter pour Micah Parsons. J'ai le feeling aussi que ce sera un match entre 2 corps arrière. Celui qui va commettre le moindre virement va gagner la rencontre entre Caleb Williams et Jordan Love. Moi, mais je vais prendre les Bears à domicile pour l'emporter. Ils sont 7-0 lorsqu'ils récoltent 140 verges au sol. Je pense que ça aussi, du côté de l'absence de Micah Parsons, va se faire sentir. Je pense qu'on va courir à outrance du côté de Chicago. Je pense qu'on va l'emporter. Je pense qu'on va prendre notre revanche d'il y a 2 semaines. Ouais, justement, les Bears ont couru 33 fois avec le ballon la semaine dernière pour 142 verges. Alors, tu vois, c'est les chiffres magiques là, que tu viens de mentionner. Exact. Puis moi aussi, je choisis les Bears pour l'emporter. Le match va avoir lieu au Soldier Field. Comme je l'ai dit, il y a trop de blessures à des joueurs clés du côté des Packers. Puis tu sais, on n'a même pas parlé de Tucker Kraft. Hein? On mentionne plus son nom. Ça fait plusieurs semaines depuis qu'il s'est blessé un genou. Sa saison est terminée. Mais faut l'ajouter à la liste là, des joueurs blessés qu'on vient de mentionner. Alors, non, c'est ça. Moi, j'y vais avec les Bears. Qui vont jouer à domicile, la foule va être craquée là, au Soldier Field, contre leurs rivaux, les Packers. Ils en doivent une là, à Green Bay. Alors, je pense qu'on va être en mesure justement là, de remettre la monnaie de la pièce aux Packers. Les Buccaneers à 7-7 vont affronter les Panthers en Caroline à 7-7 également. Tampa Bay, favori par 3 au preneur au livre. C'est pour évidemment le premier rang de la division sud de la nationale. On a une question de Frédéric Truchon sur Facebook qui nous demande: le coach a quand même jeté ses joueurs en dessous du bus cette semaine. Est-ce que c'est la fin de Todd Bowles à Tampa Bay? Ouais, Todd Bowles, qui était vraiment pas content après la défaite des Buccaneers. Puis comme Frédéric vient de le dire, il a mis le blâme sur les joueurs. J'aime jamais voir ça. Là. Que ce soit un entraîneur qui fait ça, un carrière ou peu importe le joueur. Parce que tu vois jamais Bill Belichick faire ça. Tu vois jamais Tom Brady faire ça. Il prenait le blâme après une défaite, peut-être durant les réunions, c'était autre chose. Mais quand tu parles aux médias, c'est jamais une bonne chose. Parce que, en plus, Todd Bowles, généralement, c'est un entraîneur qui est en contrôle de ses émotions. Todd Bowles, il est stoïque sur les lignes de côté. Même des fois, les gens lui reprochent ça parce que on ne va jamais être excité. Puis de le voir comme ça, là, envoyer ses joueurs sous l'autobus en les blâmant devant les médias, j'ai vraiment été surpris de voir ça de sa part. Puis les Bucks semblent être une équipe en perte de vitesse. Mike Evans est revenu au jeu la semaine dernière. Il a connu un fort match. Ça n'a pas été suffisant. Mais je crois pas que c'est la fin de Todd Bowles à la barre des Buccaneers. Même si les Bucks n'arrivent pas à se qualifier pour les éliminatoires, parce que Tampa Bay a participé justement aux éliminatoires régulièrement depuis que Bowles est l'entraîneur-chef. On a connu du succès sous ses ordres. Alors, je crois pas que ça va être une mauvaise saison si jamais on ne participe pas aux éliminatoires qui va faire en sorte qu'on va changer d'entraîneur-chef du côté des Bucks. Je pense que Bowles a connu trop de succès à Tampa Bay pour qu'on s'en débarrasse après une saison où on rate les éliminatoires.
parlais tout à l'heure que les Bucks sont en perte de vitesse, une fiche de 1-5 depuis le début du mois de novembre. Et c'est surtout la défense, le problème, Didier. On accorde 29 points par match lors des 6 derniers matchs. Ouais. On est vraiment vulnérable en défense. Est-ce que maintenant Bryce Young peut réaliser un autre tour de magie? Parce qu'on sait Bryce Young, ses performances sont souvent en montagne russe. Il connaît un très bon match, il connaît un très mauvais match. Il connaît un très bon match, il connaît peut-être un match très bon ensuite. 2 matchs bons, un match moyen, 2 matchs moins. Bref, c'est pour dire que j'ai hâte de voir comment que la défense va répondre contre Bryce Young. Écoute, j'ai une petite stat vraiment le fun pour toi, Didier. Savais-tu que de cette division-là, les Saints ont présentement une fiche de 3-2 dans la division? Ils pourraient finir avec la meilleure fiche intra-division de la section au grand complet. C'est fou quand même, hein? Les 3 victoires des Saints Ah ont oui. été acquises contre des rivaux de Oui, division. ben, Alors, oui, 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 ben vas-y. j'ai pas de misère à croire ça. J'étais pas au courant de cette statistique-là, mais j'ai pas de misère à te croire parce que les Saints ont été 2-0 contre les Panthers. Les Panthers viennent de perdre contre la Nouvelle-Orléans la semaine dernière. Alors, si la Caroline participe pas aux éliminatoires, là, pas obligé de regarder bien loin, là. Ils ont perdu 2 fois contre les Saints, imagine-toi. Devraient jouer 17 matchs contre la division Sud. Peut-être ils auraient vraiment une meilleure fiche, les Saints. C'est pour dire que je prends les Buccaneers pour l'emporter par 3. Ils sont favoris par 3. Je les prends pour l'emporter. Puis l'argument est simple. Je pense que sur papier, ils représentent une meilleure formation. Puis voilà. Laisse à mon tour à te donner une statistique, là. Écoute, Bryce Young, là, cette année, 10 fois, il a passé pour moins de 200 verges. Pense à ça. 200 verges. On parle pas de 300 verges. 200 verges dans la NFL. 10 fois, il a passé pour moins de 200 verges. Alors, comme tu l'as si bien dit, quel genre de performance qu'il va avoir? C'est difficile de prévoir ça. Tu as parlé de la défense des Bucks. Peut-être justement que Young va connaître du succès parce qu'on est incapable d'appliquer de la pression sur les carrières adverses, Marc-André, du côté des Buccaneers. C'est vraiment un problème. À un certain moment donné, la semaine dernière, j'ai même vu qu'ils ont mis Vita Vea, le gros plaqueur, à la position d'ailier défensif. J'étais comme, il pense-tu vraiment là, qu'il va être en mesure de contourner le bloqueur? Mais c'est à quel point on est désespéré du côté des Bucks, si bien on a rapatrié Jason Pierre-Paul. Imagine-toi, Jason Pierre-Paul, on l'a sorti des boulamites. C'est à quel point on n'a pas de chasseur de quart du côté des Buccaneers. En plus de ça, leur demi-coin partant, Zion McCollum, a été placé sur la liste des blessés en raison d'une blessure à une hanche. Donc, sa saison régulière, il semble qu'elle est terminée. En tout cas, il ne sera pas là dimanche. Alors, pour toutes ces raisons-là, je vais choisir les Buccaneers je vais choisir les Panthers de la Caroline afin de l'emporter à domicile. Et puis, ils ont quand même là du bon karma avec Carolina Mike puis sa chanson. Pour les gens qui le connaissent pas, c'est un partisan des Panthers à Caroline qui a parti une chanson qui, en fait, il fait une nouvelle version de sa chanson à toutes les semaines avec du synthétiseur. En tout cas, je l'ai posté dans mes stories sur Instagram. Je trouve ça tellement drôle. On l'a invité au match des Panthers et rendu le super fan des Panthers à Caroline. Alors, juste pour ça, moi, je choisis les Panthers afin de l'emporter. C'est vrai que par moment, la semaine dernière, là, on avait plus l'air de voir Matt Ryan lancer à Julio Jones au lieu de Kirk Cousins à Kyle Pitts, là, tellement que ça allait bien en attaque du côté des Falcons contre la défense des Bucks. Les Ouais, c'est pas un Jaguars bon à signe, 10 ça. et... non, les Jaguars à 10 et 4 vont affronter les Broncos qui sont 12-2. Denver favori par 3 au preneur au livre. Jacksonville s'assure d'une place en éliminatoire avec une victoire et une combinée à une défaite des Colts contre les 49ers. Ça se pourrait très bien. Ou les Texans contre les Raiders. Ça se pourrait pas tellement. Ouais, Donc, bref, écoute, peut-être, là. les Sait-on Raiders, jamais. mon Dieu. Ouais. Hey, sais-tu que les Raiders ont gagné seulement 75 verges d'attaque la semaine dernière? Ça n'a pas de 75! sens. Dans Et tout le là, match! on affronte les Texans, là, en plus. Imagine qu'est-ce Deux qu'ils jeux vont faire à blanchis, Kenny ça se peut. Pickett. Ah, Ouais. je sais pas, hein, c'est quand la dernière fois que c'est arrivé, mais ouais, c'est fort possible, sérieusement. 75 verges. Euh, En tout cas, ouais, ouais. excuse, vas-y. Donc, écoute, je voulais te lancer sur Denver, 11 victoires de suite. Les Jags en ont 5 de suite. Il y a une séquence qui va se terminer, ça sera laquelle, Didier? Pour parler de ce match-up, moi, je dois commencer par Trevor Lawrence. OK? Trevor Lawrence. En Tu sais, train de tout à faire l'heure, on ravaler tes parlait. paroles.
Non. 6 touchés, responsable de 6 touchés la semaine dernière contre les Jets, qui avaient même pas de défense de la NFL sur le terrain. Ils viennent de congédier Steve Wilkes, son coordinateur en défense. Il y a aucune parole de ravaler de ma part, OK? Mais là, c'est le test. Ça fait longtemps que j'attends ce match-là, OK? Pour regarder quel genre de performance Trevor Lawrence va nous offrir face à une des meilleures unités défensives de toute la NFL, la foule bruyante à Denver en plus. J'ai bien hâte de voir ça. Parce que, écoute, je peux même pas te nommer certains des demi-défensifs qui étaient sur le terrain là, du côté des Jets la semaine dernière. C'est vraiment pitoyable. Alors, donc c'est ça. J'ai bien hâte de voir ça, la performance de Lawrence. Une chose que je vais lui donner, lors du dernier mois, Marc-André, il est amélioré, OK? Il n'y a plus ces hésitations qu'on voyait de sa part en première moitié de saison. Tu sais, on s'en était parlé, il y avait des receveurs de libre, puis là, tu le voyais, il conservait le ballon, il hésitait. Puis là, ça lui prenait tellement de temps, finalement, afin de se décider. Ben, du moment qu'il lançait le ballon, le demi-défensif coupait devant lui, il était victime d'un revirement. Ça, on ne voit plus ça du côté de Trevor Lawrence. C'est une chose de le faire contre la défense des Jets, mais là, est-ce qu'il pourra jouer de la même façon? Je parle pas là de produire 6 touchés, mais de jouer sans hésitation, de se débarrasser du ballon rapidement, d'avoir une bonne prise de décision. Moi, c'est la chose numéro 1 que je vais surveiller lors de cet affrontement entre les Jags et les Broncos. Je sais pas si c'est excessif, mais je trouve vraiment que les Jaguars ont meilleure mine là, depuis quelques semaines. La défense est bonne, la défense est excellente. Puis l'attaque, je ne sais pas si c'est la venue de Jacoby Myers qui a fait que ça l'a ouvert cette attaque-là. Ça l'a permis à Liam Cohen de pratiquer son système fonctionne. On a même vu Brian Thomas là, ressusciter un peu des morts là, depuis 2 semaines. C'est de bon augure pour la fin de la saison. Renton Strange y apporte quelque chose à l'attaque. Comme tu dis, Trevor Lawrence, pour moi, je pense pas que ça va devenir le quart étoile élite, là, le quart une légende comme on pensait qu'il allait devenir là, lorsqu'il était sorti de Clemson. Mais je pense qu'il s'il peut devenir un bon gestionnaire de match qui ne commet pas trop d'erreurs, c'est ça qu'il fait lors des 3 derniers matchs. 9 passes de toucher contre aucune interception. Le jeu au sol fonctionne. On dirait que Liam Cohen, là, on peut revoir un peu le même ingrédient qu'il y avait avec les Bucks la saison dernière. Travis Etienne connaît un fort match, connaît l'excellent moment. Même avec Bishop Tootin, là, il est blessé, Bishop Tootin, cette semaine, mais on voit que c'est un complément. Là. On a le fameux Bucky, Rashad White aussi. Écoute, à l'approche des T'as l'air de boire le là, Kool-Aid des Jaguars. T'as l'air de boire le Kool-Aid des C'est plus Jaguars. excessif de dire que je pense qu'ils pourraient surprendre en fin de saison à éliminatoire les Jaguars. Je pense qu'ils ont une équipe plus complète qu'on pense. Pose-moi la question lundi, après le match contre les Broncos de Denver. Parce que, je veux rien enlever aux Jaguars, mais ce sont juste des faits, là. On vient de battre les Jets. Dans notre séquence de victoire, on a battu les Titans du Tennessee. On a battu les Colts lorsque Daniel Jones s'est blessé dès le début de la rencontre. Tu sais, je veux pas mettre un Axérix à côté de leur séquence de victoire, mais j'attends impatiemment ce match-là à Denver contre les Broncos. Mais t'as bien fait, Marc-André, de mentionner le nom de Jacoby Myers, parce que c'est comme si ça stabilisait l'attaque aérienne des Jaguars depuis qu'il est arrivé. Puis je pense que d'avoir un receveur comme Myers, qui a de très bonnes mains, souviens-toi de toutes les passes échappées des receveurs des Jaguars, dont notamment de la part de Brian Thomas Jr. au début de la saison. Peut-être que ça a un impact mentalement sur Trevor Lawrence, mais Jacoby Myers a vraiment un impact depuis qu'il s'est joint aux Jaguars. Puis, bon, je pense que c'est pas une coïncidence également que Thomas recommence à être productif. Peut-être le fait d'être jumelé avec un vétéran comme Myers. On dit de lui, c'est un joueur qui est très professionnel dans son approche. Pour un jeune joueur, pour Brian Thomas, qui a connu du succès l'année dernière dans sa saison recrue, donc peut-être qu'il pensait que ça allait être facile à sa 2e année. Là, peut-être d'être jumelé avec un vétéran qui peut observer Myers, comment Myers se prépare et tout, comment qu'il pratique aussi durant les séances d'entraînement. Alors peut-être que ça déteint sur Brian Thomas, je dis ça comme ça, mais c'est vraiment pas une mauvaise chose. Maintenant, le fait qu'il ait jumelé un vétéran du calibre de Jacoby Myers. Il faut qu'on parle un peu des Broncos dans tout ça. Bo Nix, la semaine dernière, je peux rien dire là. Bo Nix, 4 passes de toucher, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. La ligne à l'attaque des Broncos, on parle de la défense et tout, puis avec raison, mais c'est une des bonnes lignes à l'attaque de la NFL. Nix, Marc-André, la semaine dernière, il a été frappé seulement 3 fois. Frappé seulement 3 fois. Bon, je sais qu'éventuellement,
Michael Parsons s'est blessé, a quitté le match, mais je voulais juste mentionner ça. Alors, moi, tu sais, j'ai parlé que je vais observer Trevor Lawrence. Là, Bo Nix, est-ce qu'il peut offrir le même genre de performance lors de 2 semaines consécutives? C'est ça que j'ai hâte de voir. Est-ce qu'il peut jouer avec constance d'ici à la fin de la saison régulière? On est dans le dernier droit qui nous amène aux éliminatoires, le Marc-André. Donc, c'est le temps là, de devenir hot, comme on dit, puis d'amener ça en éliminatoire. Bo Nix a l'occasion de le faire. Là. 282 verges par la passe en moyenne à ses 5 derniers matchs, Bo Nix, c'est pas rien. Il y a une connexion avec Troy Franklin, son coloc là, à l'Université de l'Oregon, dans les rangs universitaires. On a des armes en attaque du côté des Broncos. Je pense encore que, comme tu dis, le retour de J.K. Dobbins va grandement aider un jeu au sol qui en a besoin parce que R.J. Harvey des flashs par moment, mais ça demeure une recrue, puis on le voit sur le terrain. Denver fiche de 7-0 à domicile. Je prends les Broncos pour l'emporter. Je sais que je vous ai fait l'éloge là, des Jaguars au cours des dernières semaines. Je prends les Broncos pour l'emporter, mais les Jags, sachez que si je veux le voir encore une fois cette semaine, les Jags, je serais ravi de me tromper cette semaine, cher partisan des Jaguars de Jacksonville, s'il y en a au Québec. Mais je prends les Broncos une dernière fois. Après ça, j'embarque dans le bandwagon, j'embarque dans le wagon du train des Jags pour le reste de la saison s'ils parviennent à battre. De la façon dont tu parlais des Jaguars tout à l'heure, j'étais sûr que tu allais les choisir afin de l'emporter. Écoute, Jacksonville et... Non, t'es ça, t'as pas le guts de le faire, hein? T'as pas le guts de le faire. Écoute, les Jaguars sont la seule équipe dans la NFL cette année à avoir marqué plus de 25 points lors de 7 matchs consécutifs, 25 points ou plus lors de 7 rencontres consécutives. Mais comme je l'ai dit, on a affronté des défenses qui en arrachaient, des équipes qui avaient plusieurs blessés. Bref, c'est un test. On va pas passer le test. Moi, je choisis les Broncos afin de l'emporter. J'espère que Bo Nix va pouvoir connaître un autre bon match. Mais ce qui va être clé, bon, bien sûr, la performance de Lawrence, si Jaguar va l'emporter, est-ce que la défense va pouvoir provoquer des revirements? C'est quelque chose qu'elle fait très bien. On est parmi les meneurs de la NFL à ce chapitre. Mais là, on va devoir en provoquer contre Denver si on va aller justement à Denver et remporter la rencontre. Mais moi, j'y vais avec les Broncos. Les Steelers à 8 et 6 vont affronter les Lions à Détroit à 8 et 6. Détroit est favori par 7 au premier au livre. La dernière victoire des Lions contre les Steelers, Didier, remonte à 1998. Le fameux tirage au sort en prolongation okay. Là, avec Jerome Bettis. C'est ça, j'allais dire, il me semble qu'il était avec quelque chose lors de ce match-là. Ouais. Jerome Bettis, l'arbitre avait mal compris ce que Jerome Bettis voulait. Il avait compris le contraire. Les Lions avaient pris possession du ballon et avaient gagné le match. Donc, c'est la dernière victoire des Lions contre les Steelers. Ça remonte en 1998. Didier, un petit fait historique là, pour commencer. C'est l'analyse de ce match. Hey, c'est vrai, je m'en souviens de ça, la controverse. Je pense qu'il avait demandé pile, puis l'arbitre avait compris face ou quelque chose comme ça, ou l'inverse. Ben oui, c'est ben trop vrai, ça. Mais, hey, gros match. Les Lions, on en a parlé tout à l'heure. Plus de match de manœuvre pour Détroit. On doit gagner tous nos matchs pour garder des chances de participer aux éliminatoires. On a besoin d'aide maintenant du côté de Détroit. J'en reviens pas que les Lions se retrouvent dans cette situation. Alors que du côté des Steelers, bon, on a connu un bon match, mais c'était contre les Dolphins. Puis on a vu les Dolphins lundi soir. C'est vraiment pitoyable. Encore une fois, Miami, quand il fait froid puis il joue à l'extérieur, on semble pas intéressé là, vraiment à compétitionner. Mais Aaron Rodgers joue bien là. Ça fait 2 bonnes performances qu'il a de suite. Mais là, on s'en va au Ford Field contre les Lions où il y a des blessés du côté de la défense des Lions. Hein? Ça commence des fois à me faire penser à la saison dernière. Mais je crois pas que les Steelers seront en mesure d'en profiter justement de ces blessés-là parce que c'est une chose qu'on sait des Lions, ils vont marquer des points. OK, je pense pas que la défense de Pittsburgh est en mesure d'arrêter Jahmyr Gibbs et compagnie. Mais j'ai hâte de voir justement l'utilisation qu'on va faire de nos porteurs de ballon. Parce qu'avant qu'on commence l'enregistrement, Guillaume, qui est un grand partisan des Lions, t'as eu une observation que j'ai vraiment aimé, Marc-André. Parce qu'il disait comme le match la semaine dernière contre les Rams. On aurait pu utiliser plus David Montgomery. Puis ça, c'est quelque chose que Ben Johnson faisait bien. Ben Johnson, il avait son doigt sur le pouls afin de savoir à quel moment utiliser soit Montgomery ou soit Gibbs. Parce qu'il y avait des matchs où c'était des matchs David Montgomery. On avait besoin de plus de robustesse au niveau du jeu au sol. Puis, Jahmyr Gibbs est tellement sensationnel. Je comprends qu'on peut s'emporter puis oublier David Montgomery. Mais
Par moment, c'est ça, là. Tu sais, ça prendrait des courses à la David Montgomery du côté de l'attaque des Lions pour l'élément de robustesse. Mystérieusement, les Dolphins, je sais pas pourquoi ils n'ont pas essayé de courir avec le ballon lundi soir, alors que c'est le jeu au sol qui leur avait permis d'avoir une séquence de 4 victoires. Et en plus de ça, la défense des Steelers, elle en arrache contre la course. Les Lions vont courir Mais avec le Etienne allait ballon. bien Moi, je quand choisis même. Détroit pour gagner. Oui, c'est Etienne ça, allait mais on très s'est mis à un bien. moment donné à passer avec le ballon. Je sais pas pourquoi, regarde, je sais pas qu'est-ce qui se passe à Miami. Je t'en parle depuis le mois de juillet ou à peu près. Mais ouais, Etienne jouait bien, effectivement, j'ai pas compris ça. Ça pour dire, les Lions, eux, vont courir avec le ballon. J'en suis persuadé. Puis ils vont l'emporter à domicile parce que entre les deux formations, c'est l'équipe la plus désespérée. Comme on vient de le dire, comme je viens de le dire, faut continuer de gagner du côté des Lions si on espère pouvoir se faufiler en éliminatoire. Alors moi, je choisis Détroit. J'ai pas tout compris d'ailleurs, les Lions, moi aussi. Là, le jeu au sol, on menait à la mi-temps. Je peux pas croire qu'on n'a pas couru davantage avec Jahmyr Gibbs. Je sais que la moyenne de verges par course, elle n'était pas excellente. Là. C'était quand même un front défensif des Rams. Même chose pour Montgomery, mais quand On n'a même, pas il me été semble patient. exactement. C'est souvent ça que je me dis dans la vie. Tu sais, le match des Dolphins, c'est un autre bon exemple là, contre les Steelers. Je veux dire, des fois, t'es devant ta télé, tu te dis, mon Dieu, pourquoi qu'on court pas avec Achan? Ça fonctionne depuis le début de la game, puis là, on semble oublier. Un peu comme Jason Bass avec les Alouettes par moment, t'es comme, c'est juste moi qui comprends pas quelque chose. Le jeu, ça fonctionne. Continuons de faire Surtout quand ça. ton carrière Des est fois, toi en plus. ouais, Ouais. c'est comme, pourquoi t'abandonnes ça? Je veux dire, c'est simple, me semble. Mais je me dis que, tu sais, pas un commentateur ou un coach dans la NFL, je dois pas comprendre des choses. Mais des fois, je me dis, me Des fois, semble il se que complique la vie. Ouais. exactement, exactement. D'autant plus, Didier, que les Rams, pardon, les Lions cette année ont une fiche de 0-6. Donc, aucune victoire, 6 défaites. Là, quand Jahmyr Gibbs ne marque pas de toucher. Donc, ça veut tout Mm. dire. Ça prend Jahmyr Gibbs, ça prend Jahmyr Gibbs en santé. Et moi aussi, je prends les Lions pour l'emporter. Parce que si on a un défaut filade du corps, là, côté des Steelers, on va voir encore Aaron Rodgers diverge en arrière, là, regarder ses C'est sujets se tellement faire drôle, ça. malmener, les mains dans les mitaines, dans les moufles. C'est comme un roi qui regarde ses sujets là, en avant, là, Ouais, batailler. Là. ouais, ouais. Tu te Là, dis, mais après ça, mon il donne Dieu, le signal du premier essai. oui, oui. J'ai tellement trouvé l'image cocasse, là, puis en plus, je me dis, écoute, ils Ah, ont un j'adore joueur de ça. moins, C'est je drôle. veux pas. Ils Ouais, ont en un plus, joueur c'est de ça. moins, Mais quand même. je trouve ça tellement drôle quand il fait ça. Tu sais, là, des fois, il y a les deux mains sur les hanches. Tu sais, puis là, il regarde ça. Tu sais, en tout cas, c'est Ah, vraiment il comique. y a les Ben, qui deux te mains. choisit, C'est toi? sûr que je vais prendre les Lions à domicile, moi aussi, l'équipe la plus Ouais, désespérée. ok. Mais pour finir sur Aaron Rodgers, c'est comme si jamais il y a un échappé ou quelque chose, il a les deux mains dans les Ah, il est poches, pas prêt il à n'est le pas prêt recouvrir, lui, là. à. Non, Non, non. c'est ça. D'aucune Bref. façon, il est prêt à contribuer durant les faux filats du corps à assister. Lui, il est comme un spectateur. Il est comme un Ouais. spectateur sur le terrain. C'est ça. Ah, ça me fait trop rire. Parce que là, ça, il y avait le muffler qu'on appelle, là, le truc où on Ouais. peut se mettre les mains pour les garder au chaud. Ah ouais, il est comme un spectateur, là. C'est tout juste, il n'y a pas les deux mains dans les poches, là. Ouais. Ça m'avait Bon, ben jamais les deux, on frappé, là, s'entend. mais j'étais On comme, choisit c'est le Détroit. seul. Ah, le lundi, c'est Effectivement. évident. Le lundi, c'est... Ouais. Les Pats à 11-3 vont affronter les Ravens à 7-7. Ça sera le match du dimanche soir. Pardon, du dimanche soir. Baltimore favori par 3. Bon, est-ce que je parle encore des Patriots de la Nouvelle-Angleterre? Didier, sur le fait que je ne suis pas convaincu que c'est une bonne équipe. En fait, je ne suis pas convaincu que c'est une bonne Ah là, défense. c'est quoi ça va te prendre, là? Celle des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Écoute, les Pats, OK, statistiquement, c'est l'une des 7 défenses dans la NFL qui ont accordé en moyenne moins de 20 points par match. Sauf que 10 des 11 victoires ont été acquises par les face au quart arrière suivant. Là, j'ai une liste de 10 quarts, mais je sais que c'est pas très Je t'écoute, vas-y. là. Bryce Young, Tua Tagovailoa, Spencer Rattler, Cam Ward, Dylan Gabriel, Michael Penix, Baker Mayfield, Justin Fields, Joe Flacco, Jackson Dart. Pas des grands corps, là. Beaucoup de recrues là-dedans. Hmm. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est que je ne sais Ouais. pas quelle est la véritable identité de la défense des Pats encore. Les Bills, on a vu une remontée spectaculaire. On ne savait plus trop où donner de la tête en deuxième demi du côté des Pats. Je pense sincèrement que les Pats, là, une autre formation là, qu'on parle, on arrive à la fin de l'épisode de Scooby-Doo depuis le début de la saison. On va peut-être enlever un masque aussi prochainement là, en éliminatoire du côté des Pats. Je ne enlève rien à leur fiche de 11-3. Je sais qu'il y a des fans, d'innombrables partisans des Pats
ils vont se donner un malin plaisir à venir m'écrire des messages sur les réseaux Ouais, sociaux. t'arrêtes pas de les Je pense piquer. encore. T'arrêtes pas de les piquer, là. Pour une deuxième semaine de suite. Je Tu pense cours après encore, le trouble. mais je suis pas convaincu des Pats, Didier. Je suis pas convaincu. Hey, écoute, on avait l'avance 21-0 à domicile contre les Bills. Mais sais-tu quoi? Gagner, c'est un processus. Cette équipe-là des Patriots, c'est une très jeune formation. Donc, faut apprendre que quand on a l'avance, il faut finir le match. Ça fait partie du processus de cette jeune équipe-là. Moi, je suis pas inquiet pour les Patriots. Ça, ils s'en vont à Baltimore. Les Ravens sont vraiment une équipe qui se cherche. Marc-André, la semaine dernière, Lamar Jackson, 8 passes complétées, 8 en 12 pour 150 verges, une passe de toucher, une interception. Encore une fois, là, ça fait plus d'un mois qu'on dit, là, ça, c'est pas le Lamar Jackson, c'est pas le Lamar Jackson auquel on est habitué. Puis je suis même plus certain si on va revoir le Lamar Jackson qu'on a vu depuis le début de sa carrière. Mais en plus de ça, la défense des Ravens, elle ne joue pas bien. Moi, je choisis les Patriots. Les Patriots vont rebondir. C'est une équipe qui est bien coachée par Mike Vrabel. Puis il y a du positif quand même dans cette défaite-là de la Nouvelle-Angleterre contre les Bills. Quelle prestation, encore une fois, de Travion Henderson. Henderson connaît vraiment toute une saison. Il est tellement explosif. Il peut marquer de partout sur le terrain. Moi, je suis confiant que les Patriots sont en mesure d'éviter de perdre un deuxième match de suite. Alors, je choisis la Nouvelle-Angleterre parce que défensivement, j'ai aucune confiance en unité défensive des Ravens de Baltimore. Et puis, Lamar Jackson, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va nous donner encore une fois. Alors, ouais, j'y vais avec les Patriots, moi. C'est quand même drôle de voir que les preneurs au livre ont Baltimore favori par 3. J'ai vraiment sursauté aussi. Comme si eux autres, on dirait que c'est moi qui fais les cotes à Vegas. Ils croient pas aux Patriots. Ils ont une Ouais. fiche de 11-3, puis on met quand même les Ravens favoris. Moi, j'ai hâte de voir vraiment l'affrontement, spécialement dans la zone payante, parce que ça va être intéressant. Baltimore, Didier, on a marqué des touchés. On a marqué dans la zone payante 44% du temps cette saison. C'est bon pour le 31e rang dans la NFL, donc on est exécrable à ce niveau-là, mais la défense des Patriots a alloué un touché dans 75% des visites dans la zone payante de l'équipe adverse. Ça, c'est bon dernier, puis de loin à part de ça. Donc, lorsque les équipes arrivent dans la zone payante face aux Ouais. Patriots, on concrétise souvent par un touché. Ça, c'est inquiétant également. Par contre, également, la défense des Pats contre la course, c'est de plus en plus difficile lors des derniers matchs. 134 verges allouées en moyenne au sol à nos 4 derniers matchs. Donc, ça pourrait être un bon match pour Derrick Henry. Par contre, euh, je pense je pense que les Ravens ne m'ont pas convaincu, là, encore une fois. Même dans la victoire contre les Bengals, on n'a pas eu besoin de faire grand-chose. Je m'excuse à tous ceux et celles que j'ai conseillé d'habiller Isaiah Likely ou Mark Andrews la semaine dernière là, face aux Bengals de Cincinnati. Je m'en excuse. Ça n'a pas été facile. 8 passes complétées de Lamar Jackson, c'est ça que ça donne. Je suis vraiment désolé. Ça ne fonctionne pas à tout coup, ça a l'air. Les Pats, par contre, des véritables guerriers sur la route, fiche de 6-0 sur les terrains adverses. Moi, je pense que les Pats vont rebondir, moi aussi, et je les prends pour l'emporter. Ouais, parce que les Ravens, ils ont gagné par jeu blanc la semaine dernière. Mais, tu sais, j'ai de dire, je sais que ça peut paraître bizarre, parce que j'ai dit que la défense de Baltimore ne joue pas bien, puis elle vient de gagner par jeu blanc, mais du côté des Bengals, tu sais, c'est tellement n'importe quoi. Il faisait froid, on n'a même pas déblayé le stade, les estrades, ça s'en dit long sur cette organisation de clowns qu'est les Bengals de Cincinnati. Aucun respect pour les partisans. Mais bref, donc, moi, ce match-là, je le prends même pas en considération, le fait qu'on a gagné par jeu blanc la semaine dernière du côté de Baltimore. Ça, c'est à quel point du côté des Bengals, on est tellement dysfonctionnel, ça va vraiment pas bien. Tu sais, certaines équipes, là, c'est ça, là, elles sont tellement mauvaises. Tu sais, comme les Raiders, les Jets, j'en parlais tout à l'heure dans le cas des Jaguars de Jacksonville avec leur victoire la semaine dernière. Moi, ça fait pas partie de mon évaluation quand j'évalue ces équipes-là qui sont en mesure d'avoir du succès contre certaines de ces formations-là du bas du classement. Parce que ce sont tellement mauvaises, c'est incroyable. Alors, bon, fait que les deux, on y va avec les Patriots, bref. Les 49ers à 10-4 vont affronter les Colts qui sont 8-6. Ce sera le match du lundi soir. San Francisco favori à 6,5. Didier, es-tu prêt pour Monday Night Rivers encore une fois? Parce que Philip Rivers va amorcer un autre match. Et on a une question de Jacob Lemoine là, via X qui nous demande: Salut les gars, la saison des Colts est finie.
Bon, c'est un peu excessif, Jacob, mais oui, on peut présager que ça va être difficile Ouais, d'ici la fin de la saison. Alors, que feriez-vous? Continuer avec Rivers jusqu'à la fin de l'année ou tester Leonard pour voir s'il a le potentiel de dépasser Richardson l'an prochain dans la hiérarchie des corps arrière? Donc, Didier, que ferais-tu d'ici la fin de la saison? Ah, Jacob, on voit ça du même œil. Moi aussi, je crois que la saison des Colts, elle est terminée. Mais on a déjà annoncé qu'on y allait avec Rivers. Encore une fois, là, qu'on va continuer. On va envoyer Philip Rivers aux commandes de l'attaque lundi soir lors d'un match présenté aux heures de grande écoute. Le grassouillet bedonnant, carrière de 44 ans. Ah, moi aussi, je ferais jouer Riley Leonard. Tu sais, s'il est en Moi santé, aussi. c'est ce que je ferais. Dans le cas d'Anthony Richardson, lui, il est toujours sur la liste des blessés, donc il n'est pas disponible. Parce que oui, c'est une belle histoire. OK, celle de Philip Rivers. On a vu là, les images de son équipe d'école secondaire qu'il coach, leur réaction lorsqu'il a complété sa passe de toucher. On voit à l'écran sa réaction lui-même après avoir complété sa passe de toucher. Je ressentais tellement des émotions différentes en regardant le match. Tu sais, parce que premièrement, Marc-André, j'ai l'impression que j'avais fait un voyage dans le temps. OK, je suis retourné de l'arrière, de revoir Philip Rivers après 5 ans, tu sais, sur un terrain avec son numéro 17, avec sa motion, tu sais, quand il lance le ballon. C'est vraiment quelque chose, tu sais, il y avait de la nostalgie et tout. Mais en même temps, j'avais peur pour lui. Je me disais, qu'est-ce qui va arriver s'il se fait frapper solidement, là? Tu sais, qu'est-ce qui va Ça a arriver? été Tu sais, moins ça pire fait 5 ans qu'anticipé quand qu'il même. s'entraîne plus, là, clairement. Pardon? C'était moins pire qu'anticipé, c'est mon avis quand même. Oui, oui, écoute, le plan de match est simple. Là, tu sais, on a couru énormément avec le ballon, c'est la chose à faire. On lui demandait d'essayer pour avoir des troisièmes et courts, que ce soit plus facile pour lui à convertir. Puis on l'a vu, il n'y a plus de bras, là, ce qui est normal. Tu sais, ça fait 5 ans qu'il n'a pas joué. Mais là, tu sais, les équipes vont savoir là, c'est quoi le plan de match. D'ailleurs, les Seahawks, bon, ils auraient dû le savoir. J'en viens pas que ce match-là a été aussi serré que ça. Mais du côté des Niners, on va inonder les zones courtes, les zones intermédiaires. Ça serait la chose à faire, là. Puis tu mets au défi de Rivers de compléter des longs passes. Et on va voir s'il est capable de le faire. Mais qu'est-ce qu'on a vu à Seattle? Il semble être incapable. Puis il est chanceux, puis là, il va affronter les Niners. Je dis qu'il est chanceux, parce que les Niners n'ont pas de chasseur de quart. C'est une des équipes qui a des ennuis à presser les carrières adverses. Mhm. Peut-être qu'il va s'en tirer. Mais moi, c'est ça, j'ai peur de le voir se faire frapper à un moment donné, puis pas de se relever. Puis tu l'as vu quand il essaie de se relever. Ouf, c'était pénible. C'était long. Il a C'était même vraiment pas glissé un moment évident. donné. Il a même Ouais, glissé à un moment ouais, donné. Il je a perdu sais. pied, il s'est relevé, puis j'étais comme, oh boy. Ouais, mais il Ouais, faut donner du boy. crédit hein, quand même. Tu sais, il a fait preuve de cran. Je sais pas si tu as vu lorsqu'il était au podium après le match. Puis, tu sais, il est Non. devenu émotif en parlant de son équipe d'école secondaire. Ben ça, il leur disait, tu sais, il disait, j'espère qu'on tirait comme leçon de pas avoir peur, tu sais, puis d'aller de l'avant, tu sais, essentiellement, c'est ça qu'il disait, tu sais, puis ce qu'il dit, tu sais, essentiellement, il savait pas là, comment ça allait aller pour lui, comment le match allait se dérouler, ben il a accepté de relever le défi. Là-dedans, il y avait quelque chose de beau puis de vrai là-dedans, tu sais, mais j'espère juste que ça va pas finir qu'il va se faire frapper puis là qu'il va se faire blesser, parce que c'est un risque, là, c'est du football professionnel, c'est la NFL, là, tu sais, donc il y a toujours ce risque-là. Là. C'est pour ça que l'année prochaine, moi, je pense que la NFL devrait instaurer Jameis Winston comme corps réserviste universel. Je veux dire, il est assis chez lui, il attend que quelqu'un se blesse, puis il va dépanner. Tu sais, il n'y a aucune équipe, il est affilié à aucune équipe en début de saison. Lorsqu'un corps se Ouais, blesse comme ça, il arrive une c'est situation, carrière Jameis d'urgence numéro débarque. un. Ouais, Exact. Jameis exact. débarque partout dans la NFL. J'aime Moi, je ça, pense que j'aime ça. J'aime ça. Je suis en c'est une faveur de ça. excellente idée. Lui et Joe Flacco. On en donne Ouais, deux, ouais, là. c'est ça. Lui et Joe Flacco. Carrière d'urgence. Parce qu'on sait qu'il va y avoir des carrières qui vont se blesser. Alors, let's go. On les envoie à chaque semaine. Ils vont jouer pour une équipe différente. J'aime ton idée. Et, J'entoure et, ça. les, Vas-y. et Joe Flacco joue toujours, tu sais, les équipes qui vont affronter les Steelers à chaque semaine, ben, on appelle à Joe Juste pour rendre Flacco, Mike une fois Tomlin Mike fou, là. Tomlin. Ouais. Oui, oui, c'est ça. Ça serait bon, hein? Il serait Ben, frustré. pour Ouais. revenir mais pour revenir au match, Ouais, il y a un écoute, match. les San Parlons de la Francisco, game, ouais. San Francisco, Didier, c'est une autre équipe qui n'a pas battu une équipe avec une fiche gagnante depuis la semaine numéro 3. Ça en fait beaucoup. Ouais, J'y ben, pense là, dans mes je notes. l'ai dit, Marc-André. Non, mais avoue que mon argument du poids, là, tu sais, c'est qu'il y a tellement de mauvaises équipes. Tu peux dire ça par Ouais. la majorité des équipes, je crois, au moins de la moitié des équipes. Ton argument et Philip Rivers ont du poids en ce moment. Moi, je prends les 49ers pour l'emporter justement contre une équipe qui a une fiche de 500. Parce que, écoute, Philip Rivers, c'est cute, là. Mais c'est ça. Un moment donné, c'est à ses limites.
Les Colts vont subir une 5e défaite de suite, tandis que les 49ers s'en vont dans la direction diamétralement opposée. On va signer, selon moi, une 5e victoire de suite. Ouais, écoute, Christian McCaffrey qui s'approche de la marque des 1000, hein? 1000 verges par voie de réception, 1000 verges au sol. Il a besoin de 78 verges au sol pour atteindre la marque des 1000 verges par la course. Il a besoin de 160 verges par voie de réception pour atteindre la marque des 1000. S'il est en mesure de le faire, d'ici la fin de la saison, Marc-André va devenir le premier joueur dans toute l'histoire de la NFL à avoir 2 saisons en carrière de 1000 verges par réception et de 1000 verges au sol. Alors ça, je vais juste mentionner ça. Alors, moi, j'aimerais ça voir ça un moment historique de la part de Christian McCaffrey d'ici la fin de la saison régulière. Donc, tu prends les Niners aussi. Oui. Ça va, tu vois, là. Écoute, on s'entend. Oui, je prends les 49ers de San Francisco contre Philip Rivers. Rien contre Philip Rivers, mais toute bonne chose à une fin, là. En rafale, maintenant, Didier, c'est-à-dire les matchs qu'on va quand même prendre 1h15 à tout analyser, potentiellement. Les Eagles à 9-5 vont affronter les Commanders qui sont 4-10. C'est un match qui sera disputé samedi à 17h. Philadelphie, favori par 6,5 au preneur au livre, il pourrait s'assurer du titre de division avec une victoire. Écoute, ça serait, si les Eagles l'emportent, ça serait la première fois en 21 ans qu'une même équipe remporte le titre dans l'Est de la nationale 2 années de suite. C'est quand même incroyable, fou, ça. Hein? Exact. C'est quand même fou. Je pense, écoute, ça montre à quel point la parité, il y a eu des moments, c'est surtout Cowboys et Eagles qui se sont échangés ça au cours des dernières années, mais quand même, je trouve ça quand même intéressant comme statistique. Moi, je prends les Eagles pour l'emporter parce que Washington, on attend juste que la saison finisse. Mariota va être le quart partant jusqu'à la fin de la saison. On a décidé de donner du repos jusqu'à la fin de la saison à Jalen Daniels, qui est une bonne décision. La défense est exécrable. Elle accorde plus de 30 points et près de 400 verges par match lors des 9 derniers matchs. Je pense que les Eagles, encore une fois, on va voir l'attaque explosive des Eagles cette semaine. Ouais, moi, je suis entièrement d'accord avec la décision des Commanders de ne plus faire jouer Jayden Daniels du reste de la saison, qu'on le laisse guérir de cette blessure au coude gauche une fois pour toutes. De toute façon, on va pas participer aux éliminatoires. Mais une chose, je vais dire des Commanders, ils se présentent, ils jouent avec intensité. Leur tertiaire est horrible. OK, on s'entend là-dessus. Mark Saristil est obligé de jouer à la position de demi de coin alors que c'est réellement un demi de coin intérieur. Ça, c'est à raison des nombreux blessés. Leur tertiaire est mauvaise, puis en plus de ça, on a des blessés. Mais on continue de se présenter du côté des Commanders. On joue avec intensité, on est coriace. Alors, tes Eagles doivent faire attention, Marc-André. Moi aussi, je vais choisir Philadelphie pour l'emporter, mais on vient de battre les Raiders à domicile. Comme je t'ai dit tout à l'heure, les Raiders ont gagné seulement 75 verges d'attaque. Ça ne veut pas dire que les Eagles se sont replacés, ça ne veut pas dire que leurs problèmes sont réglés. Alors, j'ai hâte de voir ça. C'est une rivalité, match de section. On a vu les Saints défaire les Panthers. Le match a lieu à Washington. Tes Eagles doivent vraiment faire attention de ne pas tomber dans le piège contre les Commanders. D'accord, je vais leur passer le message. Les Jets à 3-11 je sais que tu as une ligne directe avec Jeffrey Lurie, le propriétaire. Ouais. Jets 3-11 vont affronter les Saints à 4-10. Nouvelle-Orléans, favori par 4,5. Honneur au livre, on pourrait donc signer une 3e victoire de suite. On va donner du crédit aux Saints. On joue pour Kellen Moore, puis on voit une progression. Ouais. Tyler Shock, c'était excessif la semaine dernière, ce que je disais, mais il joue du bon football. Et du côté des Jets, on va encore envoyer Brady Cooks dans la mêlée, 5 interceptions et une victime de 9 sacs en 2 matchs. Moi, je prends les Saints pour signer une 3e victoire de suite. Ouais, le match a lieu à la Nouvelle-Orléans. J'en parlais tout à l'heure. On a congédié Steve Wilkes, ce coordinateur de la défense des Jets. Marc-André, il reste plus que 3 semaines à la saison régulière. Les Jets ont toujours aucune interception cette année. Aucune interception du côté de la défense des Jets. Et ça doit être une sorte de record là, d'être rendu si loin en saison régulière et de ne pas avoir réussi aucun larcin. J'en reviens pas de cette statistique-là. Écoute, Tyler Shock, il est le carrière recrue qui a le plus de victoires cette année. Il a 3 victoires. Jackson Dart en a 2. Cam Ward en a 2. Shedeur Sanders 1. Dylan Gabriel 1. Puis, j'aime qu'est-ce que je vois de la part de Tyler Shock. C'est comme je l'ai déjà dit lors des dernières semaines, c'est vraiment pas une bonne cuvée de carrière qui s'en vient au niveau du football universitaire américain. S'il continue de jouer comme ça là, lors des 3 dernières semaines,
Moi, je ne vais pas m'opposer aux Saints s'ils ne repêchent pas un carrière, puis on continue d'aller de l'avant avec Tyler Shock la saison prochaine, parce qu'il démontre de bonnes choses, mais il faut que ça se continue là, lors des 3 derniers matchs. Et oui, je On a une choisis les Saints défense, afin de l'emporter. on a une défense bonne aussi. Ça prend vraiment des joueurs de ligne à l'attaque. Je ne sais pas ce qu'on va faire au repêchage, mais mon Dieu, que c'est la priorité numéro un, surligné en caractère gras, surligné en jaune, souligné en italique. Ça va prendre des joueurs de ligne à l'attaque. Notre ligne à l'attaque fait vraiment pitié du côté des Saints. Les Bills à 10 et 4 vont affronter les Browns à 3 et 11. Buffalo favori par 10 au preneur au livre. Et on a plusieurs questions là, au sujet des Bills, Didier. On en a 3. Tout d'abord, celle de Emmanuel Bossé qui nous demande bonjour Didier. À Buffalo, la météo est froide, mais le siège de Sean McDermott chauffe. Très bien dit. Coach-t-il sur du temps emprunté? Mon opinion est la suivante. Si les Bills ne sont pas capables d'atteindre le Super Bowl sans avoir à affronter leurs principaux antagonismes des dernières années, les Ravens et les Chiefs en particulier, McDermott écopera. Cela sera encore plus vrai si leur parcours se termine dès le round wildcard, donc dès la première ronde. Bonne journée et longue vie au podcast Didier. Donc, est-ce que Sean McDermott vit sur du temps emprunté selon toi, Didier? Ouais, merci beaucoup, Emmanuel, pour ta question. Moi, je trouve que Sean McDermott, c'est un bon entraîneur-chef. Puis les gens oublient comment l'état des Bills, avant l'arrivée de McDermott et du directeur général, là, dont le nom m'échappe, les Bills, ça allait pas bien. Ça faisait longtemps que ça n'allait vraiment pas bien du côté de Buffalo. Là, on se pose plus la question afin de savoir est-ce qu'on va participer aux éliminatoires. On a bien repêché, bien sûr, on a sélectionné Josh Allen. Faut faire attention à ça. T'sais, parce que les gens sont rapides et partisans à vouloir se débarrasser d'un entraîneur-chef, mais avant de dire faut congédier l'entraîneur-chef, faut se poser la question par qui on va le remplacer. C'est ça l'affaire. Par qui tu vas remplacer Sean McDermott? C'est pas comme s'il y a une tonne de candidats potentiels qui vont faire un meilleur travail que lui. Donc, il y a ça à faire attention. Je sais qu'il y a des partisans des Bills, on a d'autres questions qui trouvent justement que McDermott doit être sur un siège éjectable, puis là, si on ne gagne pas un match éliminatoire, il faut le congédier et tout. Moi, je suis pas d'accord avec ça personnellement. La question de Jérémy Ducharme sur Facebook qui allait également dans ce sens. Bonjour les gars, ma petite question de la semaine. Vous êtes le proprio des Bills. En fait, ce qu'il demande, est-ce qu'on devrait congédier le personnel d'entraîneur? Et lui, on peut remonter même jusqu'au DG. Est-ce que le DG aussi est sur un siège éjectable, selon toi, Didier? Comme je te dis, pour moi, non. Parce que je me souviens de l'état des Bills avant justement que ce régime-là arrive à Buffalo. Il y a des choses à améliorer au niveau de la formation des Bills. On en a parlé tout au long de la saison. Les chasseurs de cartes, du côté de la défense, faut se grossir pour se donner une chance contre le jeu au sol, afin de s'améliorer. On vient encore une fois d'accorder 246 verges à la course aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Trouver un receveur numéro 1, là, au moins une grosse menace verticale, ça manque ça à l'attaque des Bills de Buffalo. Heureusement pour eux, les ailiers rapprochés ont très bien joué contre les Patriots de Nouvelle-Angleterre, mais des carences au niveau de la formation de Buffalo, mais quand même, là. Non, moi, je garderais ça en place, même si on n'est pas en mesure de se rendre au Super Bowl ou même si là, on perd dès notre premier match éliminatoire. On a esquissé un peu le sujet en début de podcast, la question de Tom et Siam sur Facebook. Salut les gars, pensez-vous que les Bills, malgré leur pitoyable défense, principalement contre le jeu au sol, sont encore des prétendants au Super Bowl du côté de l'association américaine, vu qu'aucune équipe ne se démarque de ce côté de la NFL? Merci. Ouais, ben merci Tom pour ta question. Euh, à cause de l'état de la défense des Bills contre le jeu au sol, pour moi, sont pas des prétendants, sont pas des aspirants au Super Bowl. Pour moi, ça va les rattraper éventuellement, là, ces ennuis-là. Là. Tu parles de 200 verges au sol là, qu'on accorde. Je pense que ça fait quoi, 6 fois qu'on accorde plus de 180 verges au sol là, cette année ou quelque chose comme ça. Là. Donc, je me trompe peut-être d'un ou deux matchs. Alors, c'est ça, ça va être un problème, ça va rattraper les Bills. Je sais que la porte est ouverte, on en a parlé sans les Chiefs en éliminatoire, mais il y a trop de carences du côté de Buffalo. Peut-être que ça va être suffisant pour se rendre juste au Super Bowl, mais je vois pas cette équipe-là soulever à bout de bras le trophée Vince Lombardi. J'espère que je me trompe pour les partisans des Bills. J'espère vraiment que je me trompe. La défense contre la course est trop mauvaise pour pouvoir croire qu'on va accéder au Super Bowl. Donc, si on revient au match, la défense des Bills contre le jeu au sol est exécrable. Celle de Cleveland n'est pas vraiment mieux. On dirait qu'elle est fatiguée depuis quelques matchs. 137 verges allouées au sol lors des 7 derniers matchs.
Je me souviens récemment, on a accordé vraiment un festin à des gars comme Tony Pollard là, récemment des Titans. Je pense que ça va être une bataille au sol. Je pense que je mettrai mon argent du côté de James Cook au lieu de Quinton Judkins dans ce match-là. Donc, je vais prendre les Bills pour l'emporter. Ouais, ça a été vraiment un match difficile pour Shedeur Sanders la semaine dernière, victime de revirement contre les Bears. Je pense 3 interceptions, si je ne me trompe pas. Choisi naturellement Buffalo. Moi aussi, à la fin de la portée. Hey, on va surveiller Myles Garrett. Il a besoin seulement d'un sac pour établir le record de la NFL pour le plus grand nombre de sacs en une saison. Puis juste rapidement, Marc-André, Myles Garrett, ok, il a été sur le terrain pour contre 437 jeux aériens. OK? Puis il est à un sac du record. Lorsque Strahan a établi le record, parce que la marque est partagée par Michael Strahan et TJ Watt, pour le plus grand nombre de sacs en une saison, 22 sacs et demi, ben Strahan a réussi ça contre 567 passes. Watt contre 618 passes. Seulement 437 jusqu'à présent pour Myles Garrett. C'est vraiment la meilleure saison dans l'histoire de la NFL d'un chasseur de cartes. Je vais juste mentionner cette statistique que je trouvais intéressante. Super. Les Chiefs à 6 et 8 vont affronter les Titans qui sont 2 et 11. Kansas City est favori par 3,5 au preneur au livre. Ce sera Garner Minshew, évidemment, au poste de quart du côté des Chiefs. Et on a une question de Benro 77 sur Instagram sur évidemment la blessure qui a mis fin à la saison de Patrick Mahomes, la déchirure du ligament croisé antérieur. Salut les gars, avec la blessure qu'a subi Patrick Mahomes, croyez-vous que cela va affecter l'équipe la saison prochaine? Les premiers pronostics disent qu'il pourrait être à son poste de la semaine numéro 1, mais ça sera dans quel état? Est-ce qu'il sera au sommet de son art? Ça, j'en doute fortement. Didier, toi, t'en penses quoi? Ouais, ben j'ai vu ces rapports-là qui sont sortis. Hey, ça fait même pas une semaine qu'il s'est blessé. Puis non seulement ça, on s'est rendu compte qu'il y avait un autre ligament de déchiré. Là, c'est pas juste son ligament croisant antérieur. Donc, c'est même pas une semaine qu'il a été blessé. Là, il y a des gens qui disent, ah, il va être là pour la première semaine. Il y a personne qui sait, là. OK? De dire ça, c'est vraiment très prématuré. Est-ce que ça va affecter l'équipe la saison prochaine? Oui, définitivement, s'il n'est pas là dès le début de la saison, Mhm. mais même s'il est là depuis le début de la saison, est-ce que sa mobilité va être réduite aussi en raison de cette blessure à un genou? Mais peu importe, l'opportunité est là du côté des Chiefs de Kansas City de peser sur le, comme au Nintendo dans le temps là, ou dans les jeux vidéo, t'appuies sur le bouton reset. Il faut recommencer. La dynastie des Chiefs, pour moi, elle n'est pas terminée. C'est une occasion, justement, pour peut-être compléter des transactions, peut-être échanger un Chris Jones qui a encore une valeur, pour aller chercher un choix en repêchage, puis justement de rebâtir cette équipe-là. Je ne crois pas que Travis Kelce va être de retour la saison prochaine, mais il faut donner des armes à Patrick Mahomes. Soit aller chercher des joueurs qui sont en mesure d'étirer les défenses adverses de façon verticale, ce qu'on n'a pas au sein du groupe de receveurs de passe. Puis ça prend un porteur de ballon, Marc-André. Là. Assez, c'est assez. Là. Isaiah Pacheco, c'était beau, c'était une belle histoire. Ancien choix de 7e ronde, mais il n'est plus le joueur qu'il était déjà en raison de son style robuste. Puis c'est pas un porteur de ballon qui est costaud. Kareem Hunt, bon, il rend de fiers services, il fait qu'est-ce qu'il peut, mais à ce stade de sa carrière, tu peux pas te fier sur lui pour la saison 2026. Donc, c'est ça, là. Il faut que ça soit les priorités des Chiefs, continuer d'essayer d'améliorer notre ligne à l'attaque. Et en passant, Patrick Mahomes vient de subir une grave blessure à un genou lors de sa 9e saison dans la Ouais, NFL. j'ai vu Tom ça. Brady aussi. Ouais, t'as vu Ouais. ça, hein? Comparaison. Le C'était blessé, on parallèle, s'en ouais. souviendra. Premier match de la saison 2008 contre les Chiefs. Bernard Pollard, le maraudeur, qui avait frappé Brady au niveau des genoux. Sa saison s'était terminée. Mais c'est quoi, Matt Brady est revenu. Castle. Les, ouais, Matt Castle, oui. On avait gagné 11 matchs avec Matt Castle, mais malgré tout, on avait raté les éliminatoires. Mais tout ça pour dire que les Patriots, les joueurs ont changé autour de Tom Brady là, durant ces 20 saisons ou à peu près à Foxborough avec les Patriots. C'est ça qu'on doit faire maintenant du côté des Chiefs de Kansas City. Donc, les gens là, posent la question, est-ce que la dynastie est terminée? Tout ça, non, la dynastie est sur pause. On va voir qu'est-ce qui va arriver. Mais la saison morte va être critique. Afin de mieux entourer Patrick Mahomes du côté de l'organisation des Chiefs. On va jouer au Tennessee contre les Titans, sans Mahomes. Gardner Minshew sera la carrière partant. Choisir Kansas City quand même. Parce que les Titans ben, sont la pire équipe de la Ligue ou une des pires. Gardner Minshew peut battre les Titans sur la route. Ça, moi, j'en suis convaincu. Surtout que les Titans à domicile, 11 défaites de suite. Moi aussi, je prends les Chiefs pour l'emporter.
avec Gardner Minshew aux commandes. Les Chargers à 10-4 vont affronter les Cowboys à 6-7-1 Dallas, favoris par 1,5 au preneur au livre, ça tient. Justin Herbert, Didier, 3 victoires lors de ces 3 derniers matchs. On a une séquence de 3 victoires, donc côté des Chargers, mais victime de 14 sacks au cours de cette séquence-là. Moi, je prends les Cowboys pour l'emporter ici parce que je pense à domicile, on a 1% des chances de faire les éliminatoires, encore une fois, du côté des Cowboys. C'est tout ce que Jerry Jones demande dans la vie. Je prends les Cowboys pour l'emporter à domicile parce que je pense qu'on va mettre de la pression sur la piètre ligne à l'attaque là, des Chargers, puis ça va fonctionner. Ouais, la ligne à l'attaque des Chargers, mais elle est mauvaise, mais elle est décimée par les blessures. Tu sais, j'en reviens pas qu'on continue de gagner, hein, malgré ça. Mais la défense des Cowboys, elle est horrible aussi, hein, Marc-André. Tu sais, c'est ça, là. Donc, est-ce qu'on va pouvoir trouver une façon de générer de la pression? Est-ce qu'on est capable de le faire du côté de Dallas? Moi, j'y vais avec les Chargers. La semaine dernière, ils ont réussi 5 sacs. 5 sacs, oui. Et puis, les recrues des Chargers commencent à avoir un impact. Tu te souviens de ton ami Kendra Lambert-Smith lors des matchs préparatoires? Mais là, il a refait surface la semaine dernière. Écoute, il a retourné. Oui. Écoute, il a eu un excellent retour de beauté d'envoi. Il a marqué un touché. C'est seulement sa 2e réception de la saison. Le premier touché de sa carrière. Mais Omar Hampton est revenu au jeu. Notre recrue receveur de passe, Trey Harris. Qui fait des jeux pour Justin Herbert. Oui, lui aussi, c'en était un autre là, qui a fait sensation dans des matchs préparatoires. Et bien sûr, il y a Orenday Gatson-Fils, Lily rapproché. Donc, tous ces recrues-là contribuent. Je vais choisir les Chargers, bien que leur ligne à attaque m'effraie énormément. Mais j'ai aucune confiance aux Cowboys. Alors, j'y vais avec Los Angeles. Ceci dit, Quentin Johnston n'a pas joué la semaine dernière. C'est peut-être pour ça qu'on a vu un peu plus de ces joueurs soutien-là dans la hiérarchie, mais à suivre. Les Vikings à 6-8 vont affronter les Giants qui sont 2-12. Les Vikings sont favoris par 3 sur la route. Didier, la grande question. Est-ce que J.J. McCarthy peut le faire pour une 3e match de suite? 5 touchés, aucune interception, a complété 66% de ses passes à ses 2 derniers matchs, mais c'était contre les excellentes défenses qui étaient celles des Commanders et des Cowboys. Il peut faire le coup contre les Giants. Je crois qu'il est la 4e pire défense contre la passe dans la NFL. Ben, justement, on a reçu une question de la part de William Gonzalez par courriel qui nous demande est-ce qu'il devrait garder J.J. McCarthy dans son pool? Il le trouve très énigmatique. Et William nous souhaite de passer de joyeuses fêtes. Ben, joyeuses fêtes à toi également, William. Alors, Marc-André, c'est toi là, notre expert de Fantasy Football. Qu'est-ce que tu fais avec J.J. McCarthy? Je vais vous faire une confidence, c'est rare que j'aime pas parler de mes propres pools à moi, mais j'ai Jackson Dart dans un pool et j'avais Patrick Mahomes. Et je suis dans demi-finale de mon pool fantasy et je sais que les gars avec qui je suis dans ce pool-là écoutent le podcast. Fait que j'espère ne pas trop dire attention, qu'est-ce que tu dis? Ouais, exactement. Fait que je vais marcher sur des œufs, mais mon point, c'est que je viens d'aller chercher J.J. McCarthy sur les waivers, sur mon fil de joueur autonome, parce que évidemment, j'ai perdu Patrick Mahomes. C'est un pool... Bref, fait que là, j'hésite entre Jackson Dart et J.J. McCarthy. C'est tout ce qui restait sur mon fil de joueur autonome. Il y avait Bryce Young aussi, qui est peut-être intéressant contre les Buccaneers à domicile. On a parlé de la défense. Mais bref, tout ça pour vous dire que J.J. McCarthy, j'ai confiance en lui cette semaine et je pense même le faire jouer au détriment de Jackson Dart en demi-finale d'un pool fantasy. J'aurais jamais cru ça, il 3 semaines, pouvoir même oser penser embarquer. Il faut dire que justement, la défense des Giants, elle est vulnérable par la passe. On accorde au sol également. On a vu J.J. McCarthy se servir de ses jambes contre les Cowboys. C'est fou de penser ça, mais vous devriez garder J.J. McCarthy sur votre banc du moins. Je ne sais pas si la question était pour un pool de demi-finale pour cette saison ou c'était à long terme. À long terme, je ne libérais pas J.J. McCarthy. Et même cette semaine, je pense que je vais le faire jouer. Je pense. Si les gens dans mon pool écoutent, là, je pense encore. Je peux changer d'idée. Je pense que je vais le faire jouer au lieu de Jackson Dart dans ma formation en demi-finale. C'est fou, hein? Mais j'ai confiance en J.J. McCarthy cette semaine, Didier. Ben écoute, pourquoi pas. Les Giants ont perdu leurs 8 derniers matchs. Clairement, l'entraîneur-chef par intérim, Mike Kafka, n'est pas l'homme de la situation à New York.
Puis tu vois, les Vikings, eux, ils sont en train de générer quelque chose. On va voir là, tu viens de parler en long et en large de J.J. McCarthy, s'il va pouvoir poursuivre ses succès. Mais je pense que les deux organisations vont dans des directions différentes. Ça augure mieux pour les Vikings. Choisis le Minnesota afin de l'emporter. Moi aussi, les Giants, on accorde en moyenne 31 points et près de 400 verges d'attaque à nos 8 derniers matchs. Ça aussi, c'est un argument en faveur de J.J. McCarthy, au détriment de Jackson Dart. Je pense que Jackson Dart le feront. La pression qu'appliquent les défenses de Brian Flores, ça pourrait venir gêner le travail de Jackson Dart. J'ai hâte de voir. Jackson Dart va toujours avoir un excellent plancher fantasy avec ses gens. Je vais en reparler plus tard de Jackson Dart. Je vais arrêter d'en parler. Mais moi aussi, je prends les Vikings pour l'emporter dans ce match-là. Les Bengals, à 4-10, vont affronter les Dolphins qui sont 6-8. Cincinnati, favori par 2,5. Cincinnati, favori pour 2,5 à l'étranger, sur la route, au preneur aux livres. Blanchi à Baltimore la semaine dernière, Didier. Qu'est-ce qui se passe avec Joe Burrow? 4 interceptions en 2 matchs. On dirait qu'il était à déprime. On dirait qu'il était à la veille de se dessiner une petite larme noire là, sous l'œil, d'écouter du My Chemical Romance à répétition dans son Discman avec son T-shirt de Fall Out Boys. Et là, c'est à déprime. Didier, qu'est-ce qui se passe avec Joe Burrow? Réponds-moi, éclaire-moi. D'abord, toutes les références que tu viens de faire, tu m'as complètement perdu, j'ai aucune idée. Ça aurait fait dans une autre langue, ça aurait été pareil. Ça aurait fait la même chose. Il y a des gens qui vont dire il y a des gens sur Spotify, ils vont répondre. Moi, j'ai trouvé ça très drôle, cette référence-là, mais c'est correct. Oui, ben, c'est correct. Hey, l'important, c'est que si les gens trouvent ça drôle, c'est pas que si moi je trouve ça drôle, c'est les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, s'ils trouvent ça drôle, c'est bien correct. Bon, il y a des équipes, là, j'ai plus besoin de les voir jouer. J'ai hâte que la saison régulière soit terminée. Les Bengals et les Dolphins sont en tête de liste, probablement, avec les Raiders. Regarde, je vais choisir les Bengals, j'imagine, afin de l'emporter. Comme tu dis, Joe Burrow, mon Dieu. Quelle mauvaise performance. Après la rencontre, lorsqu'il était au podium puis il s'adressait aux médias, il disait, écoute, il n'y a pas une équipe de la NFL qui aurait pu gagner avec la prestation que j'ai offert à la position de carrière aujourd'hui. On s'en va à Miami, il va faire chaud. Je pense que Joe Burrow va rebondir. Là. Écoute, c'est un joueur qui a une certaine, qui a une fierté. Moi, je choisis les Bengals, les Dolphins. Toi, Tango Viola. Écoute, il est rendu le meneur de la NFL, il a devancé Geno Smith pour les interceptions, 15 interceptions cette année. Puis on sait même pas s'il va jouer de toute façon. Puis c'est Quinn Ewers qui est envoyé dans mes ligues. Quinn Ewers, je m'excuse. Il y a une raison pourquoi il a été un choix de 7e ronde, ancienne carrière de l'Université de Texas. Alors, je choisis les Bengals. J'ai assez parlé de cette rencontre-là. Je vais être au Red Zone, j'aurais pas le choix de regarder le match, mais ça, là, non. Ce match-là, c'est possiblement la pire confrontation de la 16e semaine. Moi, j'ai pris les Dolphins à domicile dans ce match-là. Moi aussi, on est rendu à un stade de la saison où tu sais, on ne sait pas trop quoi penser de ces affaires-là. Écoute, je suis biaisé. J'ai pris les Dolphins. Pourquoi? Parce qu'on affronte la pire défense contre la course. 174 verges à l'eau au sol. Les Bengals lors de nos 8 derniers matchs. Je pense que j'ai Devon Achane dans mon fameux pool où je suis en demi-finale que je vous parlais tout à l'heure. Et j'ai besoin d'une grosse performance. J'ai besoin qu'il piétine des Bengals. Donc, s'il veut piétiner les Bengals, ben, les Dolphins vont l'emporter. Je suis biaisé. Les Dolphins qui vont signer une victoire en fin de semaine. Les Falcons à 5-9 vont affronter les Cards qui sont 3-11. Un autre match dont on se fout éperdument. Atlanta favori par 2,5 au preneur au livre. Écoute, les Cards, on a accordé plus de 40 points à nos 2 derniers matchs. On est sur une séquence de 6 défaites de suite. Prends les Falcons pour l'emporter. Drake London pourrait revenir au jeu. Ça m'excite. Non, voilà. Et Bijan, Drake London. Et Kyle Pitts. Hey, Kyle Pitts! Quelle performance! Non, on t'en rafale. On va pas passer du temps sur Kyle Pitts. Bon. Non. Si tu veux me parler d'un ailier rapproché, parle-moi de Trey McBride à la place. Et qui connaît vraiment toute une saison. Bon. Mais non. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, ce Kyle Pitts? Il est, en termes de points par match, en termes de points par match, il est l'allié rapproché numéro 3 Fantasy cette année. Tu vois à quel point, quand je dois te parler de la vérité en fin de saison, il y a un match qui a fait sa saison. En fait, il a marqué 7% des points fantasy de toute sa carrière jeudi soir dernier. Ah oui, la semaine dernière. Ah oui, je sais. C'est tellement ridicule, cette statistique-là. Regarde, tu parlais des Cardinals Arizona. C'est la 3e année là, de ce régime-là. Ça s'en va où, les Cardinals? Tu sais, Jacoby Brissett est compétent à la position de carrière, puis malgré tout, l'équipe est mauvaise.
Et McBride, la semaine dernière, 12 réceptions, 134 verges, 2 touchés. Je vais juste le mentionner, puis il connaît toute une saison. Même la NFL, pour les réceptions, on est rendu à 105 réceptions. Alors, tant mieux pour lui. C'est vraiment une belle saison qu'il connaît. Je vais choisir les Falcons, j'imagine. Je vais y aller avec les Falcons afin Mathieu de Bergeron. l'emporter, mais j'ai zéro confiance en ça. Ouais, pour Mathieu Bergeron, on va souhaiter une victoire d'Atlanta en Arizona. Les Raiders à 2-12 vont affronter les Texans à 9-5. Houston favori par 14,5 au preneur au livre. 6 victoires de suite. C'est la meilleure défense dans la NFL. On vient de se faire blanchir du côté des Raiders face aux Eagles. Je pense que le scénario pourrait se répéter contre les Texans. Je prends les Texans pour l'emporter, mais on a des questions. Mais Ouais. vas-y, fais ton choix. Je vais te poser des questions ensuite. Ah, vas-y avec les questions. Je choisis les Texans. OK. Il n'y a pas grande C'est analyse à faire, là. Tu parles d'une équipe qui a gagné, je le répète, 75 heures d'attaque pour les Raiders la semaine dernière. Puis là, ils affrontent les Texans. Imagine-toi. Ça risque d'être dangereux pour Kenny Pickett. C'est lui qui obtient le départ. Bernard Boileau, via courriel, évidemment, le grand fan des Raiders, qui saigne là, en argent et noir depuis 1980 dans sa signature. Bonjour messieurs, toujours un plaisir d'écouter vos analyses pertinentes. Didier mentionnait l'autre jour à la télé que le prochain repêchage n'en serait pas un grand pour les carrières. Alors on commence par où? Avec mes beloved Raiders. On continue avec Gino, on reconstruit la ligne offensive pour à tout le moins venir en aide à Ashton Genty. Merci beaucoup. Commence par où? La ligne attaque. La ligne attaque. Ben oui. Comme j'ai dit, c'est pas une grande cuvée. Ce serait pas le temps là de repêcher Fernando Mendoza, qui sera possiblement le premier carrière sélectionné. Il vient de remporter le trophée Heisman. Mais c'est ça. Puis le ballon d'or aussi. Ouais, mais c'est pas Mendoza, pas un espoir que tu dis le ballon d'argent aussi, ouais. Mais j'allais dire, Mendoza, c'est pas un espoir qui. C'est pas un grand espoir la position de carrière. Ça, j'essaie de dire. Il a quand même passé pour moins de 3000 verges cette année. Bref, tout ça pour dire la ligne à l'attaque. Ça doit être ça la priorité des Raiders. Bref, ils pourraient repêcher des joueurs à toutes les positions, mis à part, bon, peut-être celle délire rapproché avec Brock Bowers, mais la ligne à l'attaque. Il faut que ça commence par la ligne à l'attaque. Les tranchées d'abord et avant tout, selon moi. Ligne à l'attaque, ligne défensive. Faut repartir à neuf pour rebâtir la fondation de cette équipe-là au complet du côté des Raiders, selon moi. Anthony Montembeau sur Facebook. Bonjour, merci pour votre incroyable couverture de la NFL. Merci Anthony. On dit que la défense gagne les championnats. Alors, qui possède la meilleure défense selon vous? Merci encore pour votre superbe travail. Didier, quelle est la meilleure défense Houston. dans la NFL? Houston. Denver. Il y en a des très bonnes. Denver, c'est ça, Seattle, une excellente unité défensive. Mais en raison du niveau de robustesse qui est tanné par la défense des Texans, je vais y aller avec Houston. Mais probablement, statistiquement, c'est la meilleure défense de la NFL. Écoute, je pense qu'on a accordé quoi? 2 passeurs de 200 verges cette année, de 2 ou 3 là, seulement. Mais le travail qu'ils ont fait à Kansas City il y a 2 semaines, la façon que la tertiaire a frappé les receveurs des Chiefs, si bien qu'au quatrième quart, on voulait rien savoir d'attraper le ballon du côté des receveurs. Puis j'ai même pas mentionné le nom de Will Anderson, de Neil Hunter. Aux 3 niveaux, là, c'est la meilleure défense. Pour moi, en tout cas, selon moi, c'est la défense des Texans. Ils vont se rendre aussi loin que la ligne à l'attaque va tenir le coup, là, côté des Texans, selon moi. C'est ça le point névralgique de cette équipe-là. Voilà, on a fait le tour, Didier. Définitivement. Ben ouais, on va jeter un coup d'œil maintenant au tableau du pot de nos résultats. J'espère que ça a mieux été pour moi la semaine dernière que lors de la semaine précédente. 8-8, bon. Je suis comme Mike Tomlin, là, ou à peu près, avec ma fiche la semaine dernière. Ouais, donc 134. 8-8 pour toi aussi, Guillaume. C'est lui qui a été le meilleur de nous 3, rendu à 9-7. Et on a un nouveau meneur. Eh bien, voilà. Rick 49ers 2. Il est tout seul en tête. La semaine dernière, je me souviens bien, il partageait la tête avec Simon Lévesque. Ça faisait plusieurs semaines que Simon était en tête. Ben là, c'est ça, Rick 49ers 2 est en tête avec 155 bonnes prédictions de sa part. Wow. On a quelques choix différents cette semaine, là aussi. Ça va être intéressant. Les Cowboys, moi, toi, les Chargers. Les Buccaneers, moi, toi, les Panthers. Les Dolphins, moi, toi, les Bengals. J'ai hâte de voir. Hâte de voir ça. Guillaume a pris les Seahawks. Guillaume est seul à avoir pris les Seahawks jeudi soir. Ouais. J'ai bien hâte de voir ça. Mais non, je me suis jamais remis de ma semaine, là, il y a environ 3 semaines, quand j'étais allé de plusieurs surprises et que ça m'a
pété dans la face, comme on dit en bon québécois. Alors, c'est ça. Ouais. Ça quasiment. Ça, ouais, Vous avez je pris les ferai plus Titans, ça, là. je pense, de mémoire. Là. Pardon? Ouais, ouais, Vous ouais, avez ouais, pris les ouais, Titans. contre les Ça peut être Jaguars. Contre les Jaguars, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça. une de Trevor tes Lawrence m'a meilleures mis ça dans décisions, les là, dents. clairement, de 2025, Didier. Ouais, heureusement, en 2025, il ne reste plus que quelques jours. Alors, je vais pouvoir laisser ça derrière moi. On va se tourner vers le fantasy football et tes conseils. On est en éliminatoire. Toute la pression sur toi, Marc-André, là. Les gens, là, nous regardent, nous écoutent, puis ils veulent savoir, OK, quels sont les conseils de Marc-André pour que je puisse gagner ma ligue de fantasy football, le trophée, la cagnotte qui vient avec, s'il y a un montant d'argent, bien sûr. Alors, on commence avec la position de carrière. Quelle est le carrière qui, selon toi, cette semaine, faut avoir au sein de notre formation partante à tout prix? Peut-être pas à tout prix, mais si vous êtes à la recherche d'options, vous Ben, il y avez en a perdu d'autres, là. Patrick Mahomes, On parle pas de choix je veux évidents, dire, naturellement, là. vous aviez roulé toute la saison avec Matthew Stafford et là, la défense des Seahawks vous effraie cette semaine. Ça peut être, ou la même chose, Sam Darnold a été payant, là, la défense des Rams, vous jouez même les Broncos, là, Trevor Lawrence contre les Broncos, ça doit pas être, il connaît tellement de succès. Bref, je peux vous offrir une autre option que vous pouvez ajouter de votre fil de joueurs autonomes directement dans votre formation. Je commence par Bryce Young, là, des Panthers de la Caroline. Depuis la semaine numéro 11, moyenne de 20 points par match, parle ici au niveau fantasy. Seuls Josh Allen, Trevor Lawrence, Dak Prescott et Jacoby Brissett en ont plus que lui depuis la semaine numéro 1. C'est quand même intéressant. Il y a des noms un peu qu'on ne s'attendait pas là, dans cette liste-là, dont Trevor Lawrence et Jacoby Brissett. 2 performances dans le top 5 et 2 performances dans le top 20. Hors du top 20, je voulais montrer également à quel point que c'est une montagne russe parfois Bryce Young, mais je pense que lors de la semaine numéro 16 contre les Bucks, on en a parlé tout à l'heure, ça pourrait être une bonne semaine. Tampa Bay, plus de 23 points par match alloués au corps adverse lors des 4 dernières semaines. Ils ont accordé 3 passes de toucher à Kirk Cousins la semaine dernière, on le rappelle. Donc, je pense que Bryce Young pourrait connaître du succès à domicile dans un match important face aux Buccaneers en fin de semaine. Ouais, bien hâte de voir ça, bien de voir ça, le résultat de cette rencontre-là. Maintenant, quelle carrière que tu suggères de garder sur le banc? Mais je parlais de Jackson Dart tout à l'heure, j'étais en train de vous faire ma chronique prématurément. Dart, quart numéro 12 cette année en termes de points par match. Il est vraiment payant parce qu'il a un excellent plancher fantasy lorsqu'il est sur le terrain. 23 points fantasy la semaine dernière contre Washington. Il a mis du temps à se mettre en marche, mais il a été payant. Encore une fois, avec sa récolte au sol, c'est toujours intéressant du côté de Jackson Dart. Par contre, la semaine numéro 16, les Vikings, tiens, c'est à proscrire parce que les Vikings, on excelle là, contre la position de carrière arrière et contre les receveurs en général. Troisième plus bas total de points au corps adverse cette saison. Vous donnez une idée, Dak Prescott, qui n'avait pas obtenu moins de 20 points fantasy depuis la semaine numéro 9, en a obtenu seulement 12 la semaine dernière, dimanche soir, contre les Vikings. Jackson Dart représente, comme je le dis, un bon plancher à cause de ses jambes, mais à quel point doit-il courir cette semaine pour qu'on soit satisfait? C'est la grande question. Je suis en train de vous dire tout à l'heure que je risque de faire jouer JJ McCarthy. J'y pense sérieusement. J'y songe sérieusement. Je pense que Jackson Dart, ça pourrait être difficile cette semaine. Maintenant, du côté des porteurs de ballon, Aaron Jones va affronter les Giants et puis, Jones pourrait être très payant, là, potentiellement. On parle ici d'un joueur dans votre position de pivot, là, parce qu'Aaron Jones, c'est vraiment pas reluisant, hors du top 25 à la position lors de ce 5 semaines de suite. Une question d'affrontement ici, de duel contre les Giants qui sont pitoyables contre le jeu au sol. Les Giants, près de 34 points alloués aux porteurs adverses lors des 4 dernières semaines. C'est le deuxième plus haut total dans la NFL durant cette période. Et on a vu la semaine dernière J. Corey Krosky Merritt, Bill, de refaire surface. Top 10 à la position, plus de 15 points fantasy la semaine dernière contre les Giants. Top 10 à la position. Donc, les porteurs de ballon contre les Giants, ça fonctionne actuellement et je pense qu'Aaron Jones pourrait connaître du succès. Et Ashton Genty, tu crois pas que cette semaine, ça va être la semaine où il va peut-être connaître son deuxième match de 100 verges au sol en carrière? C'est triste, hein, Ashton Genty, Didier, de penser qu'on a repêché ça en première, début de deuxième ronde. Écoute, plus de 50 verges une seule fois à ses 8 derniers matchs. Puis le pire, c'est que l'utilisation est là dans le cas C'est d'Ashton Genty. épouvantable. Au moins 4 réceptions dans 4 de ses 5 derniers matchs. Le problème, c'est lorsqu'il est en possession du ballon, il y a tout de suite un joueur défensif sur lui. On est capable de rien faire du côté des Raiders. C'est vraiment là, un champ de mine du côté des Raiders. Et lors de la semaine numéro 16, on affronte évidemment les Texans.
accordé le 10e plus bas total de points porteurs adverses cette saison, mais je pense que la ligne offensive des Raiders vont en avoir plein les bras face à la ligne défensive des Comme à toutes les Texans. semaines. Ouais, je pense qu'Ashton Genty, si vous avez une meilleure option, il pourrait connaître une bonne course, peut-être même tomber dans la zone de début, une pénalité à la ligne de 1, mais je ne prendrai pas cette chance-là. Si vous avez une meilleure option, là, j'irai voir ailleurs cette semaine au lieu de mettre Ashton Genty contre les Texans. Maintenant, chez les receveurs de passe, on a parlé d'un ailier rapproché, bien sûr, là, de Trey McBride il y a quelques minutes, qui connaît toute une saison, mais il y a Michael Wilson qui, lui, depuis que Marvin Harrison Jr. n'est plus dans la formation, il est devenu, là, après, bien sûr, McBride, la cible favorite, la deuxième cible favorite, je dirais, de Jacoby Brissett. En fait, j'irais même plus loin. Je pense qu'il y a beaucoup de bons départs fantasy, là, de bons joueurs à insérer dans votre formation fantasy du côté des Cards cette semaine. Michael Wilson, c'est fou. Il connaît vraiment. On dirait que lui aussi, là, c'en est un autre qui a été libéré de Kyler Murray. Il connaît une séquence exceptionnelle avec Jacoby Brissett. Jacoby Brissett est un excellent départ si vous voulez insérer dans votre formation comme quart cette semaine. Michael Wilson, même chose. 3 top 10, 4 top 20 à ses 5 derniers matchs. Moyenne de 23 points fantasy depuis la semaine numéro 11. Il est parmi les meneurs à la position de receveur dans la NFL. Ciblé 67 fois en 5 matchs par Jacoby Brissett. C'est énorme, Michael Wilson. Lors de la semaine numéro 16, on affronte les Falcons qui ont... on disait qu'ils avaient une bonne défense contre la passe, qu'ils n'accordaient pas beaucoup de verges par la passe depuis le début de la saison, mais c'est plus difficile lors des dernières semaines. Deuxième plus haut total de points alloués aux receveurs adverses lors des 4 dernières semaines, plus de 44 points. Donc, je pense que Michael Wilson, c'est un excellent joueur à avoir dans votre position flex, votre position pivot, comme receveur numéro 3 ou 4 cette semaine. Ouais, on reste à la position de receveur de passe. George Pickens, il connaît toute une saison pour les Cowboys, mais récemment, là, il y a une perte de vitesse de sa part là, en termes de production. On dirait que c'est un peu ça le manège George Pickens. On dirait que ça ne tente pas depuis 2 semaines. Ça tombe mal parce que les Cowboys avaient vraiment besoin de lui. On jouait pour une place en éliminatoire. Receveur numéro 44 au total et 64 lors des 2 dernières semaines. Pas plus de 40 verges, malgré le fait qu'il avait été ciblé 15 fois lors des 2 dernières semaines. Donc, les cibles étaient là. Lors de la semaine numéro 16, on parlait de bonne défense tout à l'heure. J'aimerais parler un peu de la défense des Chargers qui passe un peu sous le radar, mais qui est franchement efficace dernièrement. Les Chargers ont accordé aucun touché sur réception à leurs 3 derniers matchs. Le deuxième plus bas total de points aux receveurs adverses cette saison. Dak Prescott aussi, là, vous ne pouvez pas mettre sur votre banc Dak Prescott en demi-finale. Il vous a amené là. Et vous ne pouvez pas, selon moi, mettre sur votre banc également, laisser sur votre banc un gars comme C.D. Lamb. Mais George Pickens, on peut voir que dernièrement, c'est plus difficile. J'essaierai d'avoir d'autres options dans son cas. Dak Prescott de tempérer mes attentes, même C.D. Lamb de tempérer mes attentes, il demeure un receveur étoile, une cible de prédilection. Mais oui, la défense des Chargers, ce n'est vraiment pas un bon affrontement, un bon duel là, pour vos joueurs des Cowboys au niveau fantasy cette semaine. Je pense que George Pickens, si vous avez une meilleure option, vous pouvez le laisser sur votre banc, assurément. Tout à l'heure, Marc-André, j'ai mentionné le nom de Colby Parkinson, les rapprochés des Rams de Los Angeles, qui a 6 pieds 7 pouces. Là. Il a vraiment la confiance de Matthew Stafford près de la zone des buts, avec son gabarit, naturellement. Il n'est pas difficile à repérer. Effectivement, Didier, il a obtenu quand même, Colby Parkinson est très payant dernièrement. Il est dans le top 10 à la position dans 5 de ses 6 derniers matchs. En fait, il a 6 touchés en autant de matchs, Colby Parkinson, et en l'absence de Devontae Adams, je suis en train de me demander ce ne sera plutôt pas lui la cible de choix dans la zone payante désormais d'ici la fin de la saison. Et lors de la semaine numéro 16, on affronte les Seahawks là, du côté des Rams. C'est le match du jeudi soir. Seahawks, Seattle, quand même vulnérable contre la position d'ailier rapproché cette saison. 6e plus haut total de points alloués aux ailiers rapprochés adverses. Donc, je pense que Colby Parkinson, ça peut être un joueur qui peut vous mener au Nirvana Fantasy lors des 2 prochaines semaines parce qu'il pourrait être payant. Je ne vais pas ramener tout à moi encore une fois, là, mais moi, je l'ai ajouté sur mon banc dans 2 poules où je suis en demi-finale. C'est pour vous dire à quel point, je ne sais pas si je vais le faire jouer, je réfléchis encore, mais c'est pour vous dire à quel point je suis confiant que Colby Parkinson pourrait connaître du succès cette semaine à tout le monde. Non, mais t'as amené des bons arguments, là, parce que c'est vrai, l'absence de Devontae Adams, j'en parlais tout à l'heure, une grande majorité de ses touchés, ils sont marqués justement dans la zone critique, puis là, il va être absent, tout porte à croire, alors
certain que Stafford va regarder en direction de Parkinson. Là. Et maintenant, Et quel est ceci dit, l'idée rapproché? Ouais, vas-y. ceci dit, j'aimais beaucoup Terrence Ferguson en début de saison, mais tout porte à croire que Hmm. il pourrait décoller aussi, parce que lui aussi, c'est une On grande voit cible dans plus la zone Parkinson payante. récemment, c'est ça, Mais hein? Ouais. exactement. Lors des On voit derniers plus matchs, ouais. Parkinson, donc on penche, mais écoutez, si je décide d'insérer Parkinson puis je vois que Terrence Ferguson a 2 touchés, je vais être fâché. Fait que je ne sais pas trop ce que je vais faire encore. Ouais. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup d'options. Ouais, ça, puis Ferguson aussi, là, il y a tout un gabarit également. Maintenant, quel est les liens rapprochés que tu nous conseilles en terminant de garder sur le banc si on a une meilleure option? J'ai hâte de voir avec l'effet Micah Parsons si les Packers vont connaître du succès contre les ailiers rapprochés adverses au niveau fantasy. Autant de succès, devrais-je dire. Hmm. Parce que Colson Loveland, Didier, a une moyenne de près de 13 points fantasy depuis la semaine numéro 9. En termes fantasy, il est l'allié rapproché au total, le numéro 5 au niveau fantasy depuis la semaine numéro 9. On a assisté à une certaine éclosion dans le cas de Colson Loveland. Lors de la semaine numéro 16, je viens d'en parler, les Packers qui ont accordé 115 verges seulement et un seul touché alloué à la position d'aller rapprocher depuis un mois. C'est vraiment pas beaucoup. Green Bay a accordé également le 4e plus bas total de points alloués aux alliés rapprochés adverses cette saison. J'ai hâte de voir si l'absence de Micah Parsons va changer cette donne-là. Pour vous donner un exemple, Evan Engram a été limité à un catch seulement pour 12 verges la semaine dernière contre les Packers. Si vous avez une meilleure option, je conseillerais peut-être de laisser Colson Loveland sur votre banc cette semaine. Oui, bon, ça va être à surveiller, mais là, Loveland, c'est toi au début de l'année, là, on se disait, quelle erreur de la part des Bears, a dû repêcher Tyler Warren. Mais là, en deuxième moitié de saison, c'est comme si c'est un renversement, oui, Mhm. des situations entre les deux ailiers rapprochés recrues. Bon, ben Marc-André, on a fait le tour. Je te remercie, comme à l'habitude, de ta contribution au podcast. Pour les gens qui nous ont regardés via la chaîne YouTube ou qui ont tout simplement écouté le podcast, qui le télécharge à toutes les semaines, ben, on vous remercie. On espère que cet épisode du podcast Le Sac du Cœur vous a plu et on sera de retour avec un nouvel épisode lundi matin. Alors qu'on va faire, on va réagir, oui, aux rencontres de dimanche du côté de la NFL. D'ici là, portez-vous bien.